Et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Votre Santé sur TVADP. Nous sommes le 13 novembre et nous sommes en direct à 20 heures. Une émission un petit peu spéciale parce qu'il peut vous paraître surprenant dans une émission qui s'appelle À Votre Santé de parler d'un sujet qui maintenant fait partie de l'histoire, de notre histoire. Je parlais du 11 septembre 2001. Tous ceux qui l'ont vécu via les écrans de télé se souviennent tous de ce qu'ils faisaient à ce moment-là, où ils étaient, avec qui. A priori, rien à voir avec la santé. Hein. Rien? En fait, pas si sûr. Du moins, si on élargit le domaine de la santé à la santé publique et par conséquent aux décisions politiques prises, en principe pour le bien des gens. Je veux évoquer la crise sanitaire que nous avons traversée et dont nous vivons encore les soubresauts et même des graves effets aujourd'hui, notamment les complications vaccinales. La loi du 5 août 2021 portant obligation aux soignants d'être vaccinés à un schéma complet contre le Covid pour pouvoir continuer à travailler et qui, rappelons-le, n'a toujours pas été abrogé. Alors, la manière dont ces sujets ont été traités, on peut trouver plusieurs points communs qu'on va résumer avec opération psychologique, mais aussi et surtout opposition contrôlée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'opposition contrôlée? Est-ce que c'est des infiltrés, des gens de bonne volonté victimes de leur faiblesse? Est-ce que c'est des vrais résistants, mais qui se sont emmurés derrière leur certitude et qui ne veulent pas faire d'ouverture d'esprit sur ceux qu'ils ne connaissent pas encore? Est-ce que c'est des gens qui cherchent avant tout leurs propres intérêts? On va voir tout ça. Avec le recul de plus de 20 ans maintenant sur des événements qui ont marqué notre histoire, celui des tours jumelles. C'est important de reprendre cet événement et de pouvoir faire le parallèle avec ce que nous vivons. On a suffisamment de recul sur ce qui s'est passé ce 11 septembre pour pouvoir voir ce qui s'est réellement passé, de quelle manière les événements sont sortis dans les médias, ou ce qui a été caché, ce qui n'a pas été dit, les gens qui pensaient être avertis et informés de ce qui se passait et qui en fait se sont emmurés dans d'autres narratifs pas forcément très justes. Alors, on va voir tout ça maintenant avec deux personnes. D'une part, quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu chez Akina et qui se fait surnommer en tout cas Kaji, qui va garder l'anonymat pour des raisons qui le regardent, et avec une jeune femme pour qui j'ai une très grande admiration pour tout le travail de traduction qu'elle effectue, notamment sur des vidéos en anglais, et qui nous permettent de diffuser dans le milieu francophone des sources que nous n'aurions pas autrement. Bienvenue donc à Kaji et à Jeanne. Alors, Kaji, vous ne le verrez pas, mais vous l'entendrez. Oui, c'est mieux, dans ce sens-là. Bonsoir à vous deux. Voilà, je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez des petites choses à rajouter sur ce que j'ai dit. Bienvenue en tout cas à tous les deux. C'est la première fois que vous venez sur TVADP. Ça me fait un grand plaisir que ce soit dans mon émission. Eh ben, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ouais, Salut, bonsoir. Ce qui est intéressant de savoir aussi, le lien aussi qui nous unit, c'est que on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait tous les trois à parler de ce sujet-là? Il faut savoir que, comme vous le savez, pour ceux qui suivent Jeanne Traduction, son canal, son Twitter, elle a mis le nez dans le cambouis pour le 11 septembre. Et elle va encore vous gâter. Je pense qu'elle annoncera peut-être, elle l'a déjà annoncé, mais elle est en train de préparer plusieurs vidéos en lien avec les travaux de Judy Wood, dont on va revenir un petit peu dessus. Et puis toi, Eric, on va parler des conflits d'intérêts, mais tu as vu ma conférence sur Paris. On va dire qu'un soir, j'ai profité que tu aies une annulation pour venir me retrouver et je suis content que tu aies pu découvrir ces travaux-là en chair et en os, donc pas derrière un écran et pas comme ça, voilà, il n'y a pas d'anonymat. Et puis je suis ravi que tu sois venu et que tu continues de porter un peu le flambeau et d'essayer et que je pense que comme tu l'as annoncé tout à l'heure, on voit le lien. Il y a un lien très fort avec ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans, qui pourrait être de l'histoire ancienne, mais on va voir que pas du tout. Il y a plein de liens à faire. Voilà. J'en profite pour dédier cette émission à Olivier Soulier, qui aurait vraiment adoré écouter tout ce que tu as déjà dit à ce sujet et dont tu avais parlé en rendant hommage lorsqu'on est venu à cette conférence au courant du mois de juillet avec mon épouse et où nous avons été vraiment subjugués par tout ce que nous avons vu. On a déjà fait passer plusieurs fois, notamment sur les réseaux sociaux, les vidéos que tu as faites avec Akina. On va peut-être brièvement y revenir dessus parce que tout le monde n'a pas eu connaissance de ces travaux que tu as vulgarisés de Judy Wood. Alors je te laisse la parole. Déjà, n'hésite pas à intervenir à tout moment de l'émission. Moi, je voulais juste
Effectivement, la première fois que Kaji m'a contacté pour me parler du 11 septembre, moi, ma première réaction, ça a été de dire qu'on avait un petit peu fait le tour et que de toute façon, ça servait pas à grand-chose d'y revenir. Et c'est vrai que quand, à force de lui parler, j'ai fini par mettre le nez dedans, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est trop énorme, il a raison, ça soulève beaucoup trop de lièvres et c'est pour moi, l'événement, le plus important, du XXIe siècle aujourd'hui, en termes d'opérations psychologiques, de complots, de toutes ces choses-là. Je pense qu'il est vraiment primordial d'y revenir, c'est un petit peu un cas d'école, en fait. Donc c'est pour ça que je suis présente ce soir, parce que ça me semble important de promouvoir ce sujet. Très bien. Alors, bienvenue à tous, chers téléspectateurs, dans le terrier du lapin où on va s'enfoncer un petit peu plus. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas, de votre côté? Il arrive. Voilà. C'est bon? Super. Très bien. Bon, super. Oui, donc ce qui est intéressant, bien sûr qu'on va revenir vite fait sur ce qui a été présenté sur Aquina, parce que à quoi ça sert de parler de contrôle de l'opposition si on ne sait déjà pas ce qui s'est vraiment passé? Parce que si je commence de but en blanc en vous montrant ces visages-là, il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je maîtrise le sujet, je connais ces bonhommes, ils sont plutôt, on va dire, du côté des médias alternatifs, c'est-à-dire que c'est ceux qui se sont plutôt positionnés pour dire attention, on se moque de nous. Et de les voir là, on se dit mais comment ça se fait qu'ils sont désignés ce soir pour parler du contrôle de l'opposition, alors que voilà, ils ont fait le job, en tout cas d'éveil. Donc il faut quand même revenir à ce qui s'est passé pour comprendre que ces gens-là, effectivement, se sont trompés. Ce qui va être intéressant de voir ce soir, c'est que pour le 11 septembre, il y aura des noms qui vont sortir. Pour le Covid-19, il n'y aura pas de noms qui vont sortir, puisque le but du jeu ce soir, c'est de comprendre les mécanismes qui nous permettent, qui permettent à l'opposition contrôlée de se mettre en place. Voilà, j'insiste parce que certains veulent tout de suite entendre des noms. Et surtout, ce que vous allez vous rendre compte, j'espère, à la fin de la conclusion de tout ça, c'est de se dire c'est super dur de trouver la différence entre quelqu'un qui est infiltré de quelqu'un qui est de bonne foi, mais manipulé. Parce qu'on voit toujours beaucoup de gens qui disent oui, mais lui, il est, il est sûr de l'opposition contrôlée dans le sens infiltré, alors qu'en fait, on va se rendre compte qu'il y a des mécanismes, notamment de déni, de croyances, d'éducation, qui font qu'on peut avoir des blocages. Donc, bien sûr, le plus important, c'est qu'on va quand même revenir sur ce qui s'est passé ce jour-là, parce que tout le monde n'a pas vu ce qui a été fait sur le front médiatique avec Aquina. Donc, ça va être rapide, parce que le jeu de ce soir, c'est quand même parler de l'opposition contrôlée. On ne va pas refaire le 11 septembre. Donc, c'est important quand même de revenir sur les faits. Donc, il y en a qui vont, je pense, être un peu choqués effectivement, de revoir ce qui s'est passé ce jour-là. Ils vont dire, mais j'en ai jamais entendu parler. On va voir pourquoi contrôler l'opposition. Ça paraît évident. On va voir les moyens utilisés pour contrôler cette opposition. Comment on peut l'identifier, c'est-à-dire encore une fois les principes, pas les individus, parce que c'est très compliqué. On va voir les figures emblématiques autour du 11 septembre. Et l'idéal, c'est pas que de faire l'état des lieux, c'est de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de lutter contre cette infiltration cognitive qui est vraiment le mécanisme qui se met en place. Donc, comme je vous disais, moi je vais dérouler, mais il ne faut pas hésiter, effectivement, Eric et Jeanne, qui ont participé, qui connaissent les travaux, vont pouvoir aussi rebondir quand ils ont des parallèles à faire sur certains sujets. Voilà, moi je vais rester sur le septembre, on va faire aussi des parallèles avec le Covid, mais on va y arriver au fur et à mesure. Donc, vite fait, je vais reprendre rapidement les travaux de Judy Wood, qui est une ingénieure mécanique, qui, elle, a fait son enquête de son côté. Et comment elle a procédé pour comprendre ce qui s'est passé sur le jour des attentats. Donc, elle a mis plus de 6 ans pour mettre un nom sur l'arme du crime. Comment elle a procédé? Elle a fait quelque chose qu'on devrait tous faire, c'est de se dire, bon, je vais d'abord regarder tous les faits observés que je peux récolter avant d'asseoir une théorie. Voilà, elle n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Parce que le danger, si on fait le contraire, si on part d'abord sur une théorie et après on regarde les preuves, on va avoir tendance à faire ce qu'on appelle à avoir un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on veut forcément tomber sur notre théorie, on veut à tout prix la valider. Et donc, on va faire ce qu'on appelle en anglais le cherry picking, la cueillette des cerises. On va prendre ce qui nous intéresse. Ah, ça m'intéresse. Je suis parti sur telle piste, donc là, je vais prendre. Ah, ça m'intéresse, moi, je ne prends pas. Voilà. Et donc, c'est dangereux parce qu'au final, on va dans un biais de confirmation. Et la méthode qu'elle a utilisée, une fois qu'on a rassemblé les données, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu se produire? Qui a fait le coup? Et pourquoi? Et alors vous allez dire, ouais, c'est du bon sens, mais vous allez vous rendre compte que dans le cas du 11 septembre, il y a eu justement une infiltration cognitive pour nous pousser, devinez à quelle étape? À aller directement à l'étape 3. Et vous allez vous rendre compte comment on nous a manipulés pour arriver rapidement à qui a fait le coup,
pour oublier qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a pu se produire. Donc, quelques rappels sur les faits, ça va aller très vite, comme je le disais, parce que le but, c'est pas de refaire les 2-3 heures de conférences qui sont disponibles sur le front médiatique. Je vais vous montrer les liens, enfin, vous allez retrouver un peu ce qui s'est passé. Donc, juste les conclusions de Judy Wood, c'est que, en fait, c'est pas ses conclusions à elle, hein, c'est vraiment ce qui se passe si vous regardez les images, c'est qu'en fait, les tours jumelles n'ont jamais heurté le sol. Elles ont été transformées en poussière avant leur chute et pendant leur chute, en plein air, en pleine atmosphère. Elles ont été désintégrées. Le narratif officiel, bien sûr, les incendies de kérosène, vous vous doutez, si on est sur, comme je disais, si on est sur le front médiatique ou qu'on soit sur TVADP, bon, on va oublier la version officielle. On sait très bien que ce ne sont pas des incendies de kérosène qu'on peut faire tomber ce bâtiment-là. Ça aussi s'est développé dans les faits observés. Et la théorie de la démolition contrôlée conventionnelle ne sont pas en accord avec la totalité des faits observés. Et l'utilisation d'une arme à énergie dirigée. Donc, on a beaucoup qu'on a entendu parler ces derniers temps où on a envie de sortir ce mot-là un peu partout, mais bizarrement, quand on parle du 11 septembre, il n'y a personne qui la sort, alors qu'en 2001, il y a eu l'utilisation d'une technologie à énergie dirigée pour détruire le World Trade Center. Donc, je reviens juste vite fait sur ce que vous retrouverez dans la première conférence qui a été faite le 11 septembre 2023 sur la chaîne YouTube du Front Médiatique avec Akina. Vous retrouvez une première conférence sur la démolition contrôlée conventionnelle sur le grill. On a repris toutes les preuves qui vont écarter cette technique. Donc, vite fait, vous allez avoir qu'il y a une absence totale de débris. C'est-à-dire que quand vous regardez le footprint, comme on dit, l'impact, l'empreinte des bâtiments par terre une fois que la scène du crime a eu lieu, en fait, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver de débris, ce qui a fait dire aux gens que c'était en sous-sol, etc. Mais ça aussi, c'est débunké, il n'y a absolument rien. Donc, il n'y a pas de débris. Vous n'avez pas d'impact sismique, alors que vous avez l'équivalent de 7 ou 8 paquebots Titanic qui viennent de s'écrouler. Vous n'avez pas d'impact sismique. Vous avez ce qu'elle a créé en anglais, le mot poussiérisation. Il y en a, je sais, qui ont du mal, mais c'est vraiment ça, les tours partent en poussière. Là, vous avez une là, l'illustration qu'on voit en image, c'est pas de la fumée. Beaucoup de gens ont cru que c'était de la fumée. C'est de la poussière. Vous avez aussi des survivants. Dans le World Trade Center numéro 1, la tour nord, quand elle est tombée, vous avez des survivants à l'intérieur. C'est très important qu'il y ait des survivants. Ça nous indique qu'il y a peut-être, ils ont peut-être des choses à nous raconter, et ils ont raconté des choses. Le deuxième live a eu lieu un mois plus tard, le 11 octobre. On voulait marquer le coup 11-11. Dans ce live-là, on complète la démonstration, parce que beaucoup étaient restés sur leur fin en disant bon, t'es mignon, tu nous fais sauter la démolition contrôlée conventionnelle, déjà tu nous énerves, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre piste, parce que on a envie de comprendre ce qui s'est passé. Et donc dans cette conférence, j'ai abordé le fait qu'il n'y avait pas de chaleur. C'est-à-dire qu'on a beau parler de brasier, de métal fondu, en fait, rien, il n'y a aucune chaleur. Les effets, on a vu énormément d'effets spécifiques sur les matériaux. On a vu de la dissociation moléculaire, ce qui expliquera d'ailleurs la thermite, pour ceux qui ont regardé la conférence. Et surtout, on a vu de la fusion à froid qui explique le fameux métal fondu dont tout le monde parle. Et quand on regarde le peu de vidéos qui existent où on voit du métal fondu, on voit des gars en train d'intervenir. Ils sont à même pas 1 mètre du métal fondu. Ils ont les bras nus. Ils n'ont pas de masque. Ils n'ont rien. Donc, je peux vous dire que si c'était du métal fondu, ça doit faire plus de 1000-1500 degrés. Ils devraient être en train de bouillir sur place. De Les effets spécifiques sur les matériaux, tu penses notamment à cette feuille de la Bible qu'on a retrouvée sur une Alors ça, partie c'est plutôt de la dissociation moléculaire. Les effets spécifiques sur les matériaux, tu sais, c'était tout ce qui est sur les effets sur les voitures, les trous dans les voitures, les trous dans les bâtiments, le vieillissement rapide des bâtiments. Il faut savoir que beaucoup de gens aiment bien répéter 2 avions égale 3 tours ou 3 bâtiments. En fait, c'est 2 avions égale 8 bâtiments, c'est-à-dire il y a 7 bâtiments qui ont été détruits ce jour-là, qui étaient dans un sale état. Et vous avez un 8e bâtiment qui a beau avoir été rénové. Malgré les rénovations, il a continué à se désintégrer, à rouiller extrêmement. Donc, c'est les photos, tu te rappelles, où on voit un bus complètement détruit alors qu'il n'y a rien qui lui est passé dessus. C'est ça les effets spécifiques. Et aussi, tu sais, c'est les courbes, les poutres courbées qui ont fait dire là, il y a eu de la chaleur parce que les courbes ont courbé, c'est pas possible. C'est ça les effets spécifiques sur les matériaux. Il y en a plein, on appelle ça l'effet Hutchison, qui porte son nom grâce à John Hutchison qui a trouvé ça, qui a travaillé avec Judy Wood sur justement comment dire, le parallèle entre ce que lui il avait trouvé comme effet et le fait que en fait, sur le World Trade Center, c'est exactement ce qu'on retrouvait. D'ailleurs, le voilà, merci de m'avoir devancé sur qu'est-ce que tu appelles effet spécifique sur les matériaux. Voilà ce qu'on voyait, c'est que l'effet Tesla-Hutchison reproduisait tout ce qu'on avait vu sur le World Trade Center, c'est-à-dire on a vu de la gélification, c'est-à-dire que les matériaux sont devenus tout mous, on a eu des poutres qui se sont courbées,
On a eu des métaux qu'on courbait lentement. On a eu des structures métalliques déchiquetées, de l'écaillement, c'est-à-dire que vous avez des voitures qui ont carrément perdu énormément de matière à certains endroits. Elles se sont désintégrées. On a eu de la fusion de matériaux dissemblables, donc ça, tu le signalais, c'est la Bible, effectivement, et c'est au mémorial, hein, c'est énorme, c'est devant nos yeux. Vous avez au mémorial du 11 septembre, dans le musée, vous avez une photo de la Bible avec prisonnière d'une armoire métallique, et on vous dit que c'est du métal fondu, mais rappelez-vous que la Bible, elle est faite en papier. Donc la feuille de papier, si elle était prisonnière du métal fondu, elle doit avoir été complètement brûlée. Elle ne peut pas rester comme ça. Donc, le métal s'est re-solidifié à froid. Donc, c'est bien du métal fondu qu'on a eu, mais à froid. Ce qui nous paraît complètement invraisemblable. On n'a jamais eu ça en TP de physique à l'école. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on nous cache? Donc, on va en venir à l'opposition contrôlée, bien sûr. Vous avez un vieillissement clairsemé rapide, comme je vous ai dit. Il y a des véhicules qui ont rouillé extrêmement rapidement en quelques jours. Vous avez des bâtiments qui ont dû être, le Bankers Trust, qui est le 8e bâtiment, il a été détruit après parce qu'il n'arrêtait pas de continuer de rouiller extrêmement vite. Vous avez eu des phénomènes de lévitation. Il y a des gens qui racontent qu'ils ont lévité dans la rue. Ils se sont cachés sous les voitures. Les voitures sont parties en lévitation. Vous avez le métal à l'allure toastée, c'est-à-dire que vous avez des voitures, on a l'impression qu'elles ont été calcinées, mais il y a des endroits où elles sont complètement intactes. Vous avez un changement brutal entre la partie intacte et la partie non intacte. Normalement, on doit avoir un gradient de température, donc on doit avoir un gradient dans la calcination. Et là, c'est vraiment brutal. Vous avez des zones aussi circulaires au niveau de ces voitures. Enfin, elles ne ressemblent pas du tout à une voiture calcinée avec un procédé thermique. Vous avez des trous circulaires dans les matériaux. Donc ça, vous vous rappelez, c'est la vue de l'hélicoptère. Quand on regarde le WTC, on voit des trous circulaires dans les bâtiments, comme si des gruyères, en fait. On se dit, qu'est-ce qui a pu faire ça? Vous avez une réduction de masse des matériaux. Vous avez vu, c'était des bâtiments qui faisaient plus de 500 000 tonnes. Si vous jouiez au Lego, vous amusez à reprendre tout ce qui est par terre et vous les reconstruire autour, vous n'y arriverez pas. Et même en allant aux alentours, il n'y a plus rien. Tout est parti, tout a été surtout poussiérisé dans l'atmosphère. Vous avez des trous arrondis dans le verre. Ça aussi, c'est exceptionnel. Quand vous lancez un caillou sur une vitre, vous n'allez pas faire un trou circulaire. C'est impossible. Et là, sur ce jour-là, vous avez énormément de trous circulaires dans le verre. Vous avez l'aspect de mousse écume, c'était la poussière qui faisait comme des rouleaux de volcans explosifs ou de décollage de fusées, de propulsion de fusées, etc. On voit que la poussière avait énormément d'énergie. Vous avez des émanations. Alors, émanation, c'est le mot pour dire, malheureusement, qui a été utilisé, c'était fumée. Dire, on voit des fumées d'incendie. Non, ce sont des émanations de poussière, de l'effritement, de la transmutation. Donc, pour les alchimistes, c'est de la transmutation. On a eu des éléments qui se sont transformés en d'autres éléments. Les feux étranges, c'était pour signaler les feux qui n'ont pas de chaleur. Donc ça aussi, c'est complètement dissonant. On voit des voitures qui prennent feu avec au pied des voitures énormément de papier. Il n'y a pas un papier qui prend feu. On voit des structures en aluminium qui sont soi-disant en train de brûler. Et à côté, vous avez des éléments en papier. Il n'y a rien qui brûle. Et ça fait référence à la luminescence du métal. En fait, vous avez des phénomènes de luminescence du métal sans chaleur. Votre métal brille, mais n'a pas de chaleur. Et vous avez de la fusion sans chaleur. Et donc, comme je vous disais, ce qu'a fait Judy Wood, c'était de récolter tous les faits observés et ensuite de les confronter aux théories. Et donc, elle a repris, donc c'est en anglais, evidence, c'est les preuves. Donc, elle a repris ce qu'on a observé ce jour-là. Donc, faible chaleur, papier pas brûlé, faible impact sismique, débris, un minimum de débris. Les canalisations ont survécu, alors qu'on nous dit que soi-disant ça avait tout explosé, c'est pas vrai. Tout a survécu, tout est intact. Il y avait des effets spécifiques sur les matériaux. On a eu des véhicules toastés à distance, parce qu'il faut savoir qu'il y a des véhicules qui ont été toastés à plus d'1 kilomètre du site. On nous dit que c'est les débris qui ont mis le feu aux voitures, c'est impossible à 1 kilomètre. Il y a des voitures qui ont pris feu, entre guillemets, c'est pas le mot feu qu'il faut dire, elles ont pris feu spontanément à 1 kilomètre, ce qui a fait dire à des gens qu'il y avait des bombes dans des voitures. Non, les voitures ont explosé d'elles-mêmes. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui disent oui, mais il y a plein de pompiers qui ont dit qu'il y avait des explosions dans les bâtiments. Il y a énormément de voitures. Il y a 1400 voitures qui ont explosé de manière spontanée. Donc, quand les gens ont entendu des boum, 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 il y a aussi énormément de voitures, de bonbonnes de gaz qui ont explosé. Vous avez la présence de tritium. Ça aussi, c'était dans la partie 2. Vous n'avez pas de rayonnement ionisant. Et enfin, vous avez le phénomène de poussiérisation. Et quand vous regardez ce qui existe sur le marché, vous allez regarder tout ce qui est à base d'énergie cinétique, il y a un petit problème. Je ne vous fais pas un dessin, mais voilà, c'est non, 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 non. C'est-à-dire que ça soit le kérosène, les bâtiments en feu, les bombes dans les bâtiments, la thermite, les bombes nucléaires,
ça ne peut pas coller avec ce qu'on a observé. Il ne reste plus que les armes à énergie dirigée, enfin les technologies à énergie dirigée. Je dis armes parce que vous avez compris que comme il y a des gens qui ont été tués, bah, ça a été utilisé comme une arme, donc je vais utiliser armes à énergie dirigée parfois, ou technologie à énergie dirigée. Et vous avez les processus froid et chaud, et c'est le processus froid qui coche toutes les cases sur les événements. Je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, bah, c'est à propos des survivants. Il ne faut pas oublier que finalement, il y a eu des survivants, ça on les oublie souvent, et leurs témoignages sont précieux, parce qu'ils nous mènent à la vérité finalement. C'est de se rendre compte que ces gens-là, qui étaient encore dans la tour nord, à peu près, je crois, il y en a certains qui étaient au 22e étage, et la plupart étaient encore dans le... Il y en a qui étaient au 16e étage, et d'autres qui étaient dans le lobby. Donc le lobby, c'est le premier étage, mais il était très très haut. Donc ces gens-là, ils n'ont pas été enterrés sous 500 000 tonnes. Hein. Quand ils ont vu les bâtiments tomber, ils se sont dit, bon, bah, c'est foutu, on va faire une prière, on est mort, on va être complètement écrasés. Et en fait, bah non, dès qu'ils ont ouvert les yeux, ils avaient la lumière du soleil. Donc je peux vous dire qu'ils étaient traumatisés de se dire où sont passées les tours jumelles. D'ailleurs, c'est le titre du livre de Judy Wood. C'est pas provocateur, c'est vrai. Où sont passées les tours jumelles? Ils n'ont pas été soufflés par une longue de choc d'explosifs. Ils n'ont pas été écrasés sous le poids de 500 000 tonnes de matériaux. Ils n'ont pas été frappés pendant la chute du bâtiment par une poutre en acier qui tombe sur eux, ni frappés par un objet lourd fatal pour eux. Ils n'ont pas été brûlés par le feu, parce qu'on dit que c'était un brasier. Ils n'ont pas été brûlés par le feu, par la thermite, par du métal fondu. Ils n'ont pas été nucléarisés, c'est-à-dire vaporisés par des dispositifs nucléaires. Ils n'ont pas entendu grand-chose. Hein. C'est-à-dire quand on dit qu'il y avait plein de bombes, bah, eux en tout cas, ils n'ont pas perdu leur tympan, ils n'ont pas été assourdis par de lourdes explosions. Et ils n'ont pas été aveuglés par des flashs lumineux. Et là, ça renvoie à la thermite. Pour ceux qui connaissent, on entend beaucoup parler de la thermite, mais allez regarder des vidéos de ce que fait la thermite. C'est impressionnant. Il y a de quoi être facilement perdre sa vue. Donc, si vraiment ils étaient baignés dans une tour qui est détruite avec de la thermite, je pense qu'ils seraient tous aveugles. Mais bon, de toute façon, ça accumule beaucoup. Et donc, ce qui était intéressant de se rendre compte, on va arriver à notre sujet, c'est de se dire, mais comment ça se fait que peu de personnes n'ont pas vu que les tours n'avaient pas frappé le sol? Ben, c'est qu'en fait, le problème a été posé n'a pas été posé correctement dès le départ, en fait. Il faut savoir que moins d'une heure après le début des attentats, le nom de Ben Laden circulait déjà dans les médias. Donc en fait, on est passé de que s'est-il passé à qui a fait ça. J'ai même retrouvé une vidéo où 43 secondes après le deuxième impact, sur Fox News, vous avez le présentateur qui vous cite Ben Laden. Donc à partir de là, ça ne sert à rien de faire l'enquête, hein, c'est bon. Fox News a déjà décidé que c'était Ben Laden qui avait fait le coup. Et donc ça, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, si vous essayez de remettre en cause ce qui s'est passé, le discours officiel, vous verrez que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à se détacher du qui a fait le coup, en fait. C'est-à-dire que même parmi les gens qui sont dans la, entre guillemets, qui doutent du narratif officiel, quand vous essayez justement de leur montrer que ça colle pas, les bombes et tout, ils sont quand même attachés à qui a fait le coup et ils ont peur qu'on leur dise, qu'on tombe d'ailleurs du côté du narratif à leur dire que c'était un accident et ils sont bloqués. Ils veulent pas revenir à. C'est dur pour eux de revenir à que s'est-il passé. Ça montre qu'ils ont bien réussi leur coup au niveau infiltration. Vous avez aussi un autre phénomène qui montre que on n'a pas vu que les tours avaient frappé le sol, c'est la pensée de groupe. Hein. On en revient à ce qu'on a vécu avec le Covid. Moi, le premier parallèle avec le Covid, c'est que déjà les masses ont été préparées bien avant les événements. Donc on a été formaté pour cet attentat, c'est-à-dire voir des avions rentrer dans des tours. Hollywood s'est chargé de bien nous rentrer ça dans la tête. Donc ça fait partie des sujets que j'aborde dans mes conférences. Donc je parle de la programmation prédictive. Et il y a aussi un autre élément qui nous empêche d'en parler. Tu veux dire qu'il y avait des films qui évoquaient cette hypothèse pour nous permettre de mieux accepter la réalité quand elle viendrait. C'est ça. Vous avez des films, il y en a plein que vous connaissez, par exemple dans Matrix qui date de 99, vous avez le passeport de Neo qui expire le 11 septembre 2001, mais vous avez carrément aussi des films d'action qui vous programment mentalement pour accepter que des avions puissent percuter des bâtiments. Parce que c'est ça qui aurait dû choquer les gens. Comment c'est possible que des avions aient pu percuter des bâtiments et surtout rentrer dedans comme dans du beurre? Bon, le sujet de ce soir, c'est pas les avions. On aura l'occasion d'en reparler, pourquoi pas, sur TVADP. On pourra faire une émission spéciale sur les avions. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler parce que vous allez voir que dans l'opposition contre eux, il y a pas mal de gens qui ont dit un peu n'importe quoi sur les avions, sans faire peut-être exprès, mais voilà. Mais oui, c'est ça, il y a beaucoup de films qui annoncent. J'en ai répertorié au moins 40, 50 qui annoncent les événements. On a vraiment été programmés en amont. Et je ne vous cache pas que le Covid-19, il y en a qui ont fait aussi un super travail. Et le Covid-19, on a aussi été programmé. Déjà, je pense qu'il y en a plein qui ont remarqué que les 10-15 dernières années, on a eu énormément de films sur les pandémies, les contagions, où seul un vaccin miracle pourra sauver l'humanité. Donc ça aussi, ça aide un peu à accepter les solutions qu'on nous propose. Et le dernier point, c'est les conséquences de ce scénario.
C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller en parler, hein. C'est-à-dire qu'aller dire aux gens, bah, tu sais, c'est même pas des bombes qu'on fait le coup, mais en fait, ils ont utilisé une arme à énergie dirigée. Bon courage, on va vous prendre vraiment pour un fou, on va vous demander de porter un chapeau en aluminium, même si vous êtes réputé pour être un bon complotiste. Et donc, en fait, on va s'auto-censurer, on va y aller doucement, quoi. On va y aller doucement. On va se dire, bon, je vais peut-être pas y aller comme ça. Et donc, pour éviter certains pièges, c'était finalement les pièges dans lesquels on est tombé, c'est qu'on a eu comme réflexe de nommer systématiquement ce qu'on voit avec des concepts qu'on connaît. Et malheureusement, il ne faut pas oublier qu'on ne maîtrise pas forcément tout, notamment dans le domaine militaire. Tout n'est pas publié. On ne va pas nous crier sur les toits qu'il y a des armes qui existent, surtout de ce type-là. Et donc, il faut se forcer quand on se force à nommer la cause des phénomènes observés, à mettre dans une case, oh c'est HAARP, oh c'est les épandages, oh c'est une arme sismique, etc. Bah, ça peut nous amener sur des fausses pistes. Et ça a été complètement le cas pour le 11 septembre. Et puis une autre solution pour éviter certains pièges, bah, c'est de garder une pensée souveraine, c'est-à-dire apprendre à ne pas se censurer soi-même déjà, ni à censurer les autres, accueillir toutes les infos qui arrivent. Ça ne veut pas dire de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, il faut aller vérifier, mais déjà ne pas mettre un filtre en disant non, mais c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Allons vérifier d'abord, avant de dire c'est n'importe quoi. Et donc, on en arrive à là, c'est comment ça se fait. Pour ceux qui ont vu les travaux de Judy Wood, il y en a plein qui s'en rendent compte, c'est-à-dire comment ça se fait que 22 ans après, on en est là. C'est-à-dire que les travaux de Judy Wood sont peu connus. Ça, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous suivent en live ou qui verront le replay, ils diront mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il me raconte d'armes énergie dirigée? Moi, j'étais resté sur le boum boum boum. Donc, comment ça se fait que c'est peu connu alors que tout ça, elle l'a publié en 2007. Déjà, elle a fait connaître ses travaux en 2007. Elle a fait une procédure, elle a fait une action en justice, une des seules à avoir attaqué certaines entreprises qui se sont occupées de nous expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Et elle a repéré des conflits d'intérêts, donc c'est la seule qui a attaqué. Et elle a fait un livre qui est sorti en 2011. Et ces travaux, en plus, sont connus finalement parce qu'ils sont cités dans le documentaire du 11 septembre, The Great American Psy Opera, d'Ace Baker, que beaucoup aiment bien partager. On va aller voir un peu ce que raconte Ace Baker d'ailleurs à ce sujet. Bon, malheureusement, dans son documentaire, il est connu pour avoir Ace Baker est connu pour avoir promu la théorie sur les fake vidéos des avions. C'est-à-dire qu'il a fait un C'est un spécialiste des effets vidéo, des effets spéciaux. C'est ça, on va en parler tout à l'heure justement. Je sais que tu as regardé un petit peu et puis Jeanne aussi. Vous allez voir quand on commence à creuser un peu le background des bonhommes, on ne comprend pas comment il a pu passer à côté d'autres choses, on va dire. Donc soit il joue un mauvais jeu, soit il n'en fait pas exprès, mais quand même, c'est bizarre quand même. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas photo. Les travaux de Judy Wood, même pour ceux qui doutent, ils sont rejetés. C'est-à-dire que voilà, même après les conférences avec Akina, vous avez des gens qui n'ont pas regardé, ils ne peuvent pas regarder parce que ils estiment que c'est n'importe quoi. Et puis même ceux qui ont regardé, il y en a certains, c'est trop compliqué, ça fait appel à des concepts qu'on ne connaît pas. Donc la démotion contrôlée conventionnelle est rassurante, il reste la piste incontournable. Donc finalement, la vérité est retenue parce que croire à la démolition contrôlée conventionnelle, c'est moins pire peut-être que de croire à des avions qui font tomber des tours, mais en attendant, c'est toujours pas ça qui s'est passé. Et un mensonge en a finalement remplacé un autre. Bon, on va revenir au vif du sujet, c'est pourquoi contrôler l'opposition. Déjà, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de naturel. C'est stratégique finalement pour l'adversaire. Il sait très bien qu'il va essayer de mettre en place ce contrôle-là. Alors, je voudrais t'arrêter ici, si tu veux bien, Kajip, juste pour signaler à nos téléspectateurs, c'est le moment de faire le lien avec ce que vous avez vécu depuis 3 ans. Voilà. Complètement. Je rajoute. Ouais, c'est bien, merci. C'est vrai que comme tu as vu la présentation avant, je pense que tu as toi-même déclenché des choses et fait des liens avec le Covid. Et le but, effectivement, ce soir, c'est pas de revisiter l'histoire américaine, c'est de comprendre la supercherie autour du 11 septembre et le contrôle de l'opposition pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui pour le Covid. Parce qu'il faut savoir, je profite, je fais une petite parenthèse, pourquoi j'ai fait proposer cette conférence-là que je donnais en présentiel. Je ne l'avais pas prévu au début de faire cette conférence-là. Ce n'était pas un sujet que je voyais. Mais quand j'ai vu la résistance commencer à se diviser, à se prendre la tête, à s'attaquer de toutes parts, je me suis dit, j'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé avec le 11 septembre. Et je me suis dit, il faut que je profite de tout ce qui a été publié sur 11 septembre. Il y a du super travail qui a été fait pour montrer tout le contrôle qu'on a subi et montrer aux gens que c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même chose. Et si on ne comprend pas, on va être condamné à revivre la même chose. On va être condamné à revivre notre passé. Voilà. Et donc, effectivement, on va pouvoir faire des liens, c'est-à-dire que pour contrôler l'opposition, un moyen très simple, c'est que, enfin, pas un moyen, pardon, pourquoi on essaie de la contrôler, c'est d'essayer de maîtriser les théories alternatives qui vont sortir pour les amener dans des cul-de-sac, en fait.
Et ça va démoraliser, parce que les gens vont accrocher à des théories, et puis finalement, pouf, il n'y aura rien au bout. Pourquoi contre l'opposition? C'est aussi empêcher de nommer le véritable ennemi, l'adversaire. Cette opposition, qu'on va appeler un peu cette résistance de collusion, pour citer Eric Montana, qui avait fait d'ailleurs un message là-dessus, quand il y a eu malheureusement, on va dire, des petits soucis avec certaines personnes, donc tu as cité tout à l'heure le nom, et à qui on a rendu hommage, et aussi pendant ma conférence. Et en fait, cette résistance de collusion va prendre la place de l'opposition radicale, comme le cite aussi, en parle Youssef Indy. Et cette résistance de collusion, en fait, sous prétexte que la vérité peut faire peur, elle a tendance à anesthésier un peu les esprits. Donc là, je cite vraiment Eric Montana, qui est en régie, qui se reconnaîtra. Il va dire, ah oui, il m'a piqué mon texte, mais c'est exactement ça. Je trouve qu'il a bien dit les choses, et voilà. Et en fait, elle trouve un peu des excuses à des actes pourtant criminels. Par exemple, on y est pour le Covid-19. Vous avez vu tous les effets secondaires qu'il y a pour les vaccins, je vous apprends rien. Bien sûr qu'il y a un crime en route contre l'humanité. Donc, c'est dur de dire le mot, mais voilà, il faut le dire. Alors après, peut-être des gens vont être gênés de le dire. Ça ne veut pas dire qu'ils le nient, mais en tout cas, ils peuvent avoir du mal. Et donc, à quoi va servir de contre l'opposition? C'est qu'on va avoir tendance à mettre en avant des gens qui ont tendance à un peu minimiser ce qui est en train de nous arriver. À s'auto-censurer. Et à s'auto-censurer, parce que globalement, ces gens-là qui n'osent pas dire les choses, quand vous leur parlez en off, je pense que vous le savez très bien, quand on parle en off à ces gens-là, ils vous disent oui, mais tu comprends, on a un rôle vis-à-vis de la population, on ne peut pas leur faire peur, on ne peut pas rajouter de la peur. Encore une fois, on ne cite pas de nom, c'est évident, c'est humain. Mais est-ce qu'on leur rend service à faire ça? Voilà, j'ouvre la question, je dis ça comme ça. On va aussi avoir un contrôle d'opposition pour lui faire focaliser l'attention du public sur les conséquences plutôt que de remonter aux causes. Et là, vous n'avez pas que le Covid, mais il y a énormément de sujets, même actuels, où vous vous rendez compte qu'on est en train de faire parler les gens sur les conséquences plutôt que de remonter aux causes. Vous avez les conflits qui nous arrivent, tout ce qui est guerre en Ukraine, tous les conflits. À chaque fois, on regarde que les conséquences, mais on oublie de regarder pourquoi on en est arrivé là. Et ça, c'est le rôle de contrôler l'opposition, c'est de la faire faire en sorte qu'on regarde que les conséquences. Et vous avez aussi, bien sûr, le but ultime, c'est d'empêcher, voire de réduire les actes et surtout d'alimenter la controverse. Quand vous allez réduire les actes, vous allez donc favoriser l'immobilisme et donc vous allez empêcher les actions en justice, par exemple. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que personne n'aille au tribunal, personne n'aille au bout au niveau des procès, etc. On va démoraliser les gens et surtout, on va leur faire attendre un sauveur extérieur. Et donc, on va aussi alimenter la controverse. Et la controverse, on va voir tout à l'heure à quoi elle peut servir. Donc, on va appliquer ça en septembre, parce que c'est on va dire, c'est un peu la théorie, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour 11 septembre? Et bien, en fait, le contrôle de l'opposition, pourquoi elle a été mise en place pour 11 septembre? Ça a été mis en place pour empêcher un maximum d'individus de regarder eux-mêmes les preuves. Et après, qu'est-ce qui leur est arrivé? En les empêchant de regarder les preuves, on les fait adhérer aux théories qu'ils n'ont pas vérifiées. Donc là, vous avez un petit bonhomme, il faut imaginer qu'il est en train de regarder devant lui, il a plusieurs stands devant lui, il demande que s'est-il passé, et il y a un stand qui lui propose, viens, c'est des avions détournés, et il y a eu du feu de kérosène, donc ça c'est le narratif officiel. Vous avez quelqu'un qui va dire, arrête, c'est n'importe quoi, c'est des explosifs. Non, arrête, c'est de la thermite. Non, c'est des mini-bombes nucléaires. Et donc, il va avoir tendance à choisir. Et donc, le but de l'opposition contrôlée, c'est d'empêcher le petit bonhomme de regarder derrière lui. Et derrière lui, il y a les preuves. Et s'il regardait les preuves, il verrait que tout ce qui est devant lui, c'est complètement faux. Et à quoi a servi l'opposition contrôlée dans le cadre du 11 septembre? C'était de dissimuler l'usage d'une technologie avancée. Et c'était une technologie à énergie dirigée. Et ça change tout. Il y a aussi autre chose qui a été dissimulée, mais ce n'est pas le sujet. Je le garde pour l'instant. Le plus important, c'est vraiment la technologie à énergie dirigée qui a été dissimulée ce jour-là. Et donc, on nourrit une opposition qui, avec d'autres sujets, parce qu'on se dit, ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Les gens savent ce que c'est, les explosifs, la thermite, les mini-bombes nucléaires, c'est des concepts qu'on connaît, mais personne ne connaît l'usage d'une technologie à énergie dirigée. Et peut-être qu'on ne veut pas qu'on le sache, peut-être qu'il y a l'intention de la réutiliser. Je pense qu'elle a déjà été réutilisée. Enfin, c'est pas je pense, je sais qu'elle a déjà été réutilisée. Ces technologies sont déjà réutilisées, mais elles sont cachées. Je parlais de la controverse tout à l'heure. C'est un outil incontournable des médias. Pourquoi? Parce que la controverse, elle fait quoi? Elle va vous distraire. Pendant ce temps, vous ne regardez pas les preuves et on n'en discute pas. Elle va garder donc le public occupé avec des problèmes
qui font appel à l'émotionnel ou qui sont sans importance. Elle va diviser le public en des camps qui s'opposent. Donc là, on en revient au fameux diviser pour mieux régner. Je pense que voilà, en lisant ça, vous vous dites, mon Dieu, on l'a vécu avec le Covid, on le vit avec tous les sujets où le but de diviser pour mieux régner, on le voit tout le temps, tout le temps. La controverse va aussi renforcer la piste d'un nouveau mensonge. Oui, puis quand je voulais dire, elle divise le public en des camps qui s'opposent, on a le fameux phénomène de polarisation. C'est-à-dire qu'on nous demande toujours de choisir entre deux trucs tout le temps, tout le temps. Vous le voyez en ce moment, ce qu'on subit avec le conflit, je ne vais pas le citer, mais vous voyez, on est obligé de choisir un camp et si on ne choisit pas, limite on n'a pas le droit, c'est interdit, on est obligé de choisir. On n'arrête pas de nous polariser, blanc, noir. Oui, non, on doit choisir, on n'a pas le droit de ne pas choisir. On nous force. La controverse va aussi permettre de renforcer la piste d'un nouveau mensonge, c'est-à-dire qu'on va vous remettre une bille dans la machine, une pièce dans la machine, par exemple, on va vous dire que oui, un ex-agent du Pentagone, un retraité, annonce qu'il savait que les avions allaient être détournés, donc ça remet une piste dans le narratif officiel avec le détournement des avions, Ben Laden, etc. Alors les gens ils se disent, bon, bah, c'est le Pentagone qui le dit, c'est pas n'importe quoi. Et donc on remet une pièce dans cette controverse, ça fait parler des gens, et en attendant, bah, il n'y a toujours pas de procès, et il ne se passe rien avec cette nouvelle info. Hein. D'ailleurs, on en a eu, il y a 6 mois, 1 an, on a eu une info de ce type-là. Il ne s'est strictement rien passé depuis. Hein. Ça ne sert à rien. Ça fait juste parler. Et vous allez remplir, la controverse, ça va vous permettre de remplir le temps d'information à chaque date d'anniversaire des attentats. On l'a rempli avec les opinions des gens au lieu des faits. Et c'est ce qui nous arrive. Je vous invite à vous dire qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre 2023 à l'occasion de l'anniversaire. Il ne s'est rien passé. Si vous avez Richard Gage qui a refait une vidéo sur Twitter pour remettre une couche sur le bâtiment 7 qui tourne tout seul, comme tout le monde le sait, mais il ne se passe rien, c'est-à-dire il n'y a pas de procès, tout le monde attend une nouvelle enquête, un nouveau procès. Je pense que vous avez compris que l'enquête, pour attendre longtemps, elle a déjà été faite. Hein. Il manque juste le procès, mais on va voir pourquoi il n'y a pas de procès. Ici, je vous cite quelques exemples de polémiques autour du 11 septembre. Parce que voilà, l'idée, c'est à chaque fois de vous montrer un peu la pratique, la théorie, puis montrer concrètement comment ça s'est passé pour le 11 septembre. Si je viens de vous donner des billes avec Richard Gage, qui est donc, Richard Gage, c'est le responsable de l'association, on va dire, architectes et ingénieurs. Parce qu'il y en a qui connaissent. Donc ça, c'est tous les sujets qui ont fait parler dans les médias pour nous détourner de la cause. Alors là, le transparent que je montre là. Oui. Non, alors c'est extrait. Là, je vous ai pris un extrait d'un DVD qu'on m'a transmis. C'est un DVD qui est sorti en 2011, donc en même temps que le livre de Judy Wood. Donc vous aviez le choix entre regarder les travaux de Judy Wood ou de regarder un DVD sponsorisé par M6 qui s'appelle 11 septembre, les secrets d'une tragédie. Et donc, je vous indique en 4e de couverture de quoi on va vous parler. Donc, on va vous parler des grandes zones d'eau. J'ai vraiment cité ce qui est marqué comme ça. Hein. C'est vraiment écrit comme ça. Les grandes zones d'eau sur le scandale des restes humains abandonnés. Le silence pesant du gouvernement Bush sur les cancers contractés. Les héros sacrifiés, il faut savoir qu'ils n'ont pas eu leur pension versée. C'est beaucoup plus tard qu'ils en ont obtenu. L'indignation face aux normes de construction des Twin Towers. Donc là, vous voyez où ils veulent en venir. Là. Ils veulent nous faire croire que les tours, elles n'étaient pas aux normes et que c'est possible donc qu'un incendie puisse les faire s'écrouler. Hein. Vous voyez le piège, j'espère. C'est l'opération psychologique qu'il y a ici. Et vous avez le mystère de la tour 7 qui s'effondre sans raison apparente. Vous dites, ah bah voilà, quand même, on va en parler. Oui, mais ça a été vite torché dans le reportage, puisque je l'ai vite aussi balayé lors de la conférence avec Akina sur la démolition qu'on trouvait sur le grill. À partir du moment où vous n'avez pas de détonation pendant que les bâtiments tombent, comment vous voulez vendre des explosifs? Et d'ailleurs, c'est ce que dit le gars du NIST. Il dit, mais les gens ils disent qu'il y a eu des explosifs, mais on n'entend rien, il ne se passe rien. Et c'est vrai, il ne se passe rien. Donc ça a été débunké facilement, parce que c'est pour ça qu'on n'avance pas en fait. C'est-à-dire que les gars qui ont promu des théories alternatives savent très bien qu'elles ne tiennent pas la route. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais la thermite, le métal fondu n'apparaissent pas dans les demandes de correction faites au NIST par les groupes Truth Movement, tous ces trucs-là. Ils savent très bien que ça ne tiendra pas la route, c'est pas assez solide. Donc c'est un exemple. D'ailleurs, c'est curieux qu'ils parlent des restes humains abandonnés parce que justement, dans les documentaires que je vais bientôt publier là, qui prennent un peu de temps à être traduits, ils expliquaient justement que sur les 3000 personnes qui étaient censées avoir perdu la vie lors de l'événement du 11 septembre, ils avaient retrouvé extrêmement peu de corps. Et que ça s'explique du coup par l'utilisation de cette arme à énergie dirigée. Et donc, je serais curieuse de savoir ce que M6 a à dire sur les restes humains abandonnés, sachant qu'ils n'en ont quasiment pas retrouvé, ou en tout cas très peu de corps. Alors, j'en parle pas là, j'ai un transparent pour décrypter tout ça, mais le but du jeu, on va pas. Voilà, si on a un peu de temps en fin d'émission, peut-être que je te montrerai le détail. Si tu veux, je te dis juste ce qu'il dit, c'est justement le piège, il est là. C'est de faire croire qu'il y a eu des restes humains abandonnés. Et on fait croire aux gens qu'il y a des restes humains abandonnés dans une décharge, qu'ils ont été abandonnés dans une décharge, alors que comme tu viens de le dire, on est en train de masquer
que 40% des gens à ce jour qui sont morts Ont disparu. ont disparu, n'ont jamais été identifiés, puisque les restes sont tellement petits, les morceaux d'ADN sont tellement petits qu'ils ne peuvent même pas les analyser. Encore une fois, je renvoie à la démolition contrôlée conventionnelle. Depuis quand un bâtiment qui s'écroule en démolition contrôlée conventionnelle ne vous permettrait pas d'identifier les gens? Normalement, on aurait dû retrouver des corps entiers. D'ailleurs, les hôpitaux ont attendu très très longtemps les gens. C'est un peu comme le Covid, il y a des hôpitaux qui ont attendu très très longtemps les gens. Il n'y a personne qui est arrivé chez eux, quoi. Les gens ont été pas pulvérisés, ce qui est une notion d'énergie cinétique, mais ils ont été effectivement désintégrés. Donc on veut nous faire croire qu'en disant qu'il y avait des scandales des restes humains, on fait croire aux familles que leur corps est encore enterré dans une décharge, alors qu'en fait ils les retrouveront jamais. Voilà. Mais bien vu, c'est bien, tu as fait le lien. Effectivement, quand on creuse le sujet, on se dit mais c'est n'importe quoi. On fait de la controverse, de la polémique sur des faux sujets. Voilà, c'est par rapport à tout ce qui a été révélé par Judy Wood. Bien sûr que c'est grave que le gouvernement Bush n'ait rien dit sur les cancers contractés, que les héros qui ont été en première ligne, ils n'ont pas reçu leur pension et ils sont tous en train de mourir. Il faut savoir qu'en 2011, il y avait eu 1000 morts de plus qui étaient parmi les pompiers, etc. Par rapport au décompte officiel, il y avait déjà 1000 morts de plus. Et il n'y a personne non plus qui se demande comment ces gens sont en train de mourir. Alors on nous vend l'amiante. On dit, oh, c'est normal, il y avait plein d'amiante et ils ont absorbé ça. Ils n'ont pas absorbé que de l'amiante. Ils ont absorbé tout le tableau périodique, pour ceux qui connaissent un peu la chimie. Ils ont avalé tout le tableau périodique parce qu'il y a énormément de dissociation moléculaire, de transmutation. Ils ont des morceaux humains, de chair humaine dans les poumons qu'ils ne peuvent même pas enlever parce que c'est de la nano, c'est à taille nanométrique. Donc 10 puissance moins 9, c'est 1 milliardième de mètre dans la bouche, dans les poumons. Ça ne s'enlève pas. Ils ont besoin d'appareils pour circuler, sinon ils vont mourir. Et il n'y a personne pareil qui s'est dit mais comment ça se fait si c'est une démolition classique? On n'a jamais vu ça. Mais on a mis tout sur le dos de l'amiante, bien sûr. Dans le reportage, c'est pareil. Donc voilà, donc je ne développe pas plus, mais c'est pour montrer un peu comment on peut occuper le public régulièrement. Et donc les moyens pour contrôler l'opposition, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir par exemple comme moyen de créer ou de mettre en avant des leaders au sein de l'opposition. Comme ça, vous allez donner de l'importance à des discours plus qu'à d'autres. Et en faisant ça, vous autorisez finalement un certain type de discours contestataire. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec la mise en place d'une doxa alternative. Donc ça, c'est Laurent Mukili qui a mis un peu ce terme-là un peu à la mode, la doxa. Mais là, vous vous retrouvez avec une doxa alternative qui utilise les mêmes outils que la doxa officielle. Et vous vous retrouvez donc avec de l'entre-soi, de la censure. Et le danger de l'entre-soi, c'est qu'il y a un réseau intime qui se met en place. Les personnes, elles vont se relayer entre elles. Donc ça favorise finalement le cherry picking. Donc on l'a vu au début, attention danger. Cela va invisibiliser certaines infos. Ces personnes-là vont aussi se défendre entre elles. C'est-à-dire que même s'il y a des faits qui sont reprochés, qui sont bien réels, elles ne vont plus discuter du fond, mais de la forme. Elles vont par exemple avoir tendance à dire, encore une fois, je ne dénonce personne, je n'ai pas de nom qui me viennent, je cite ce qu'on peut voir. On peut avoir par exemple des gens qui vont dire, je ne peux pas, qui vont dire, c'est un ami, je ne peux pas te laisser remettre en cause sa parole. Voilà. L'entre-soi, il est visible. Je pense que Eric, qui est très actif sur Twitter, peut s'en rendre compte. Jeanne, un peu moins, parce que je sais que tu n'aimes pas trop ce réseau-là. Justement, peut-être pour ça, d'ailleurs. Mais l'entre-soi, il est visible sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, où on va observer finalement quelques leaders d'opinion qui vont se relayer, mais c'est normal, parce que à force, les infos circulent, on se connaît et tout. Et ils vont se soutenir, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils écartent parfois des infos qu'eux ont décidé de ne pas valider, parce qu'ils ont leur propre filtre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont des filtres parce que ce sont des agents infiltrés. Non, non, ils ont leur filtre à eux, par rapport à leur éducation, leurs croyances. Et donc, finalement, on va en arriver avec une censure. Et la censure, ça va être du genre, je ne suis pas un expert, ce n'est pas mon domaine, mais je ne veux pas que tu en parles, car tu discrédites le travail des autres. Il y a aussi peut-être aussi un aspect grégaire, puisqu'on aime bien aussi se sentir en groupe, c'est plus rassurant. Et quand on s'est retrouvé en Covid dans une sorte d'opposition, on a tous été tout seuls. Donc, se retrouver ensuite dans un petit groupe dans lequel on pense globalement la même chose sur cette supercherie, c'est rassurant. Et devoir remettre en cause certains des protagonistes, c'est déstabilisant, c'est inquiétant. Je pense que l'instinct grégaire joue aussi dans cette doxa alternative. Tout à fait. L'envie de se retrouver en groupe, on a été clairement explosé, éparpillé façon puzzle, on va nous dire. On a eu des techniques pour nous diviser, donc on est content de se retrouver, de se souder entre nous. Et en fait, une fois qu'on est soudé, le danger, c'est finalement de rester que soudé entre nous et de ne pas accueillir un discours un peu différent. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec Judy Wood, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fédérés sur certains trucs, puis quand elle est arrivée en disant « Eh oh, en fait, c'est pas ça », ils ont dit « Oh non, mais c'est qui elle
ah non, elle va nous mettre en l'air notre truc. Donc non, t'es pas dans notre bande, quoi. Voilà. Et donc, qui c'est qui permet de faire tout ça aussi, parce qu'il n'y a pas que les personnes. Ça dénote quand même un certain manque d'ouverture d'esprit. Oui, mais encore une fois, c'est humain. Ouais. Mais on en parle à la Mais fin, c'est justement. Bah, les... c'est bien, tu commences à te proposer les solutions. C'est effectivement, c'est l'ouverture d'esprit. C'est de se dire, bon, bah, c'est bien beau d'avoir été en groupe, mais continuons de rester ouverts. Pardon, Jeanne, tu voulais. Et bien, que finalement, on retrouve en fait les mêmes mécanismes qui poussent les gens qui sont dans le narratif officiel et pas dans le narratif alternatif, en fait, à ne pas vouloir regarder certaines choses. Et moi, j'ai été attristée de constater à maintes reprises que même dans les rangs de ceux qui se considèrent comme des penseurs alternatifs, des résistants, des chercheurs de vérité, on retrouve ces mêmes dynamiques, en fait, comme tu dis, grégaires, Eric, qui sont vraiment basiques, donc appartenance au groupe et toutes ces choses-là, confort intellectuel, parce que c'est-à-dire que quand on a un problème qui se pose à nous et qu'on trouve une solution qui convient plus ou moins, même si elle ne remplit pas toutes les cases, c'est plus facile de conserver cette solution que d'admettre de nouvelles choses et donc de remettre en question l'intégralité de nos croyances finalement. Et la stigmatisation des personnes au sein des groupes qui, au bout d'un moment, ne sont plus d'accord avec le reste du groupe, c'est des phénomènes qui sont dangereux et auxquels ceux qui aujourd'hui cherchent à faire avancer les choses positivement, à faire avancer la société positivement, euh, c'est des dynamiques auxquelles ils sont soumis aussi. Et je pense qu'on doit être vraiment très vigilant là-dessus parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai souvent observé et qui m'a, dans tous les milieux, avec tous les sujets, que j'ai pris parfois de plein fouet, ça a été assez violent et je trouve que enfin, c'est pas je trouve, c'est objectivement vraiment contre-productif pour nos objectifs à tous, quoi. En fait, on se retrouve à reproduire ce qu'on critique de la doxa officielle, c'est de se dire que Exactement. sous prétexte qu'ils sont nombreux à le dire, c'est forcément vrai. Et là, on n'est pas d'accord parce qu'on dit bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis quand d'un autre côté, c'est ce qui nous arrive, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui se mettent en place et qui deviennent gros. Sur Twitter, c'est par exemple des gens qui ont beaucoup de followers, donc une grande influence. Et ils refont la même chose, c'est-à-dire qu'ils décident effectivement de qu'est-ce qui va être porté par la doxa alternative. Et si toi tu arrives avec une nouvelle idée, mais si tu es tout petit, au lieu d'accueillir, ça va être bah non, ton truc il est faux, ou ce que tu dis, on n'en tient pas compte parce que tu es tout petit. Et là tu dis bah ouais, mais en fait, on se retrouve exactement dans l'autre sens. On reproduit On les vient mêmes. recréer la pression sociale de laquelle on a essayé de s'extraire, C'est en fait. et c'est super dur. C'est vrai qu'encore une fois, ce soir, on l'a dit déjà en intro, il n'y a aucun procès ce soir. C'est d'essayer de comprendre comment notre cerveau fonctionne. Là, j'invite les gens à aller aussi regarder les travaux de Philippe Bobo là-dessus. Moi, j'ai énormément découvert sur comment fonctionne notre cerveau. Et rappelez-vous, Noam Chomsky, la dernière stratégie de manipulation de masse, c'est marqué connaître les individus mieux qu'eux-mêmes. Et c'est ce qui nous arrive. On est de face à des gens qui savent comment on fonctionne, qui nous ont hacké, hein, comme dirait Noah Harari, ils aimeraient nous hacker, ils l'ont déjà fait en fait, ils ont déjà réussi à hacker des gens, à nous faire reproduire des choses qui ne sont pas... Enfin, voilà, on est piégé, et donc c'est bien de, comme disait tout à l'heure Eric, de retrouver une certaine ouverture d'esprit. Tout à fait. J'apprécie aussi que tu dises on et non pas il, puisque il faut avoir une certaine humilité et reconnaître qu'on est tous susceptibles de sombrer là-dedans et de tomber dans cette Ah bah totalement. De toute façon, on le verra tout à l'heure, hein. Moi, je me considère aussi, je me considère dans cette catégorie-là. C'est super dur de se prétendre, moi, je suis un vrai, je suis radical. Non, non, on va voir que sur plein de sujets, on peut être une opposition contrôlée sur des sujets parce que suivant notre éducation, nos croyances, notre parcours, il n'y on a a des aucune blocages. leçon et que même ceux qui éventuellement se reconnaissent n'en prennent pas ombrage. Il n'y a aucune leçon là-dessus à donner, c'est simplement une compréhension des mécanismes qui nous dirigent. C'est ça, Tout tout à à fait. fait. Et donc surtout, après, en plus, on n'est pas aidé, puisque là, je vous ai mis une accolade, mais les médias, ils vont avoir ce rôle justement d'amplificateur ou de réducteur de la portée d'un discours. C'est-à-dire que les médias vont avoir tendance à mettre en avant des profils clivants. Par exemple, vous avez en manif certains journalistes mainstream qui s'amusent à aller chercher la personne la plus loufoque ou qui a le discours le plus loufoque et une grande gueule. Et le but de tout ça, c'est que derrière, ça discrédite un peu le discours. Et puis, surtout, ça va empêcher les vrais experts d'être entendus.
C'est ce qu'on va dire, bon, bah, regardez, on a demandé tel avis à telle personne et donc on ne viendra pas donner la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on l'a laissé parler à la place. Et là, je vous invite à revoir sur le Covid ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vécu très souvent cette situation. On a envie de dire, mais non, mais faites parler un vrai expert et pas lui. Voilà. Vous avez la main mise sur les collectifs et les mouvements qui essayent de comprendre ce qui s'est passé. Et on appelle ça, alors là, je reprends une partie des travaux de Senta, de Puit, qui a fait un super conférence il y a quelques jours sur l'opposition contrôlée. C'était parfait, juste avant nous, c'était top. Et franchement, elle a été super, bravo à elle. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Vous allez revoir, d'ailleurs, aujourd'hui, je reprends des choses de son travail, parce que vous allez voir qu'il y a plein de catégories de personnes dans ce qu'on appelle opposition contrôlée. Et on peut mettre tout le monde dedans, hein, même nous, enfin tout le monde, voilà. Et elle a parlé du concept du spot dans le tunnel. Qui est le piège des collectifs. C'est quoi le spot dans le tunnel? C'est-à-dire que souvent dans les collectifs, ils vont converger sur un seul porte-parole, un seul angle d'attaque. Et ça, c'est dangereux, puisqu'on oublie énormément d'autres angles. Et par exemple, je fais le parallèle avec le 11 septembre, ça va être par exemple tous les collectifs qui se sont mis en tête de regarder ce qui s'est passé pour le bâtiment 7 qui tombe tout seul. Mais en faisant ça, on oublie les 6 autres bâtiments qui sont tombés. On oublie tout le reste. On ne regarde que le bâtiment 7 qui tombe tout seul. D'ailleurs, dès que vous parlez des tours jumelles, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit « Ah oui, le bâtiment 7 est tombé tout seul ». C'est vraiment une opération psychologique. À chaque fois, malheureusement, tout est ramené au bâtiment 7 qui est tombé tout seul, alors que ce qui est arrivé aux tours jumelles est remarquable au sens premier du terme. Pour le Covid-19, je vais me permettre de faire le parallèle. Vous avez le côté spot dans le tunnel, c'est-à-dire que vous allez avoir des collectifs qui vont avoir la réduction de la transmission due au vaccin qui va être leur objectif. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire tomber. D'ailleurs, Eric, tu étais au Sénat pour l'abrogation de la loi, l'obligation vaccinale. Là, c'est vraiment faire sauter le pass sanitaire en disant que la réduction de la transmission, c'était n'importe quoi et donc il faut le faire sauter. Et c'est dommage parce que on oublie de prendre les travaux sur la protection. On oublie de montrer qu'au départ, ça a été déjà démontré par Christine Coton très rapidement, les essais Pfizer ne montraient aucune protection. Ou comme dirait Pierre Chaillot, les vaccins vous protègent d'un test PCR positif. Voilà. Il n'y a aucune protection. Le 95%, c'était juste basé sur des tests. Donc, c'est dommage de ne pas attaquer les deux volets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas attaquer la réduction, hein, mais on aurait pu attaquer la réduction, la protection et puis d'autres sujets. Après, pour avoir écouté les discours et notamment celui de David Guillon, voilà, c'était, ça fait mouche, quoi. C'est très, très, très puissant et très solide. De toute façon, voilà, les gens qui sont là font très bien ce qu'ils font. Et en fait, l'autre action qu'il y a pour avoir la main mise sur les collectifs, c'est déjà donc les infiltrer pour les guider vers cette histoire de spot dans le tunnel, c'est-à-dire avoir un seul objectif avec un seul porte-parole. Comme ça, si le porte-parole tombe, on fait tomber toute l'assaut, tout le collectif. Et un autre volet qui est aussi utilisé, c'est d'empêcher la coordination entre les mouvements. On l'a vu il y a quelques mois. D'ailleurs, c'est là que ça a commencé à se chamailler. On a vu des collectifs en train de commencer à se taper dessus. Des gens qui se désolidarisaient en disant « Ah non, mais moi, j'ai rien à faire avec eux, etc. » Et ça, c'est typiquement de l'infiltration. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il y a un agent infiltré qui arrive qui dit « Moi, je vais foutre le bordel », mais c'est qu'ils ont mis en place des mécanismes pour qu'il y ait des divisions et que les collectifs ne travaillent pas ensemble. Parce qu'on pourrait avoir un collectif qui bosse sur la réduction de la transmission, un collectif sur la protection, un collectif sur où est mon cycle, un collectif Vérity France, etc. On peut avoir plein de collectifs qui se coordonnent pour attaquer, faire des actions, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. Vous avez le fameux pourrissement de l'information, c'est-à-dire que vous allez avoir des sources, vous allez avoir un titre qui arrive, un article avec un super titre attirant, et en fait, il n'y a pas de source, il n'y a rien. Mais on appelle ça le poison dans le puits, c'est-à-dire que en fait, ça va perturber un peu le narratif des dissidents, ça va les piéger. Et vous allez avoir, par exemple, dans le cas du 11 septembre, vous allez avoir beaucoup de titres, d'articles comme ça qui sortent pour relancer la piste du hijacking des avions ou des bombes. Et je vais citer un article, par exemple, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui n'a rien à voir avec le 11 septembre ni avec le Covid. Il y a un article qui est sorti que tout le monde a repris. Alors, certains l'ont quand même débunké, mais malheureusement, ça circule encore et il y a des gens qui sont persuadés de ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était Poutine arrête la 5G en Russie. Ça, c'était assez formidable. C'est-à-dire que ça ne sort de nulle part, ce truc. Je crois que c'est un site Bangladesh qui a sorti ça. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Mais ça a été repris en masse pour dire c'est bon, Poutine, il arrête la 5G en Russie. C'est complètement faux, en fait. Enfin, c'est faux. Mais il y a des gens, dans la tête, c'est rentré, ils sont persuadés que Poutine, il va arrêter la 5G. J'ai juste écrit fake sur VK, je me suis fait pourrir de partout. Oui,
Voilà. Arrête, tu nous brises notre espoir, nanana. Enfin voilà. Et je pense que les gens, ils étaient honnêtes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en ça, et il n'y a pas de souci. Mais c'est juste derrière, faites le boulot d'aller vérifier si c'est vrai ou pas. Demandez à des Russes, allez sur place, ce qui se passe. Ne croyez pas ce qu'on vous écrit d'un site loufoque. Et on va en arriver à une autre stratégie pour nous manipuler. On appelle ça la stratégie de la cover-up multicouche. Alors, cover-up, c'est la couverture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place pour couvrir l'arme du crime, on va dire. Et en fait, il y a une stratégie qui est d'en mettre plusieurs couches. On vous met la couche A, la couche B, la couche C, comme ça, et en dessous, il y a la vérité, mais le temps que vous la trouviez, il faut creuser. Et en fait, le but du jeu de cette stratégie, c'est de piéger le public dans un raisonnement moins binaire. Puisqu'en fait, si on avait présenté au public qu'une seule version de l'histoire, genre par exemple sur le 11 septembre, on avait sorti que c'était des avions qui avaient fait le coup, vous pouvez être sûr que les gens, il y en a plein qui auraient dit non mais attends, c'est pas possible, je suis ingénieur mécanique, loi de Newton, principe d'action-réaction, il y a un petit problème technique là. Tu es en train de me dire que c'est des avions qui ont fait ça et en plus c'est tombé parfaitement là. Non, non. Donc les gens auraient cherché par eux-mêmes. Et peut-être qu'ils seraient tombés d'ailleurs sur les armes à énergie dirigée, parce qu'ils auraient dit non mais attends, tu as vu tout ce qu'il y a comme preuve et tout. Mais c'est pas ça qui s'est passé, parce que qu'est-ce qu'on leur a proposé aux gens? On leur a proposé au moins deux versions. Et qu'est-ce qu'on fait naturellement quand on nous propose deux possibilités? Eh ben, on va choisir notre préférée et on va la défendre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé même avec les travaux de Judy Wood. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi en disant moi, je préfère la démotion contrôlée conventionnelle. C'était je préfère croire. C'était pas je suis sûr que c'est ça, c'est je préfère croire que c'est ça. Je ne crois pas aux avions, c'est sûr, mais je préfère croire à la démotion contrôlée conventionnelle et ça me suffit. J'ai pas envie d'aller plus loin, même si tu me dis que c'est faux. Je suis content d'avoir choisi une des versions. Donc, ça, c'est un Moi, piège c'est qui une est. réponse qu'on m'a souvent faite d'ailleurs. Ouais, Quand ouais. je parlais de certains sujets, j'ai souvent eu la réponse non, mais moi je préfère croire que, parce que sinon la vie est trop compliquée en fait. Oui, ça aussi, je l'ai eu. Et ça se respecte, encore une fois. Et encore une fois, la personne peut le dire maintenant. Il faut que la personne ait l'ouverture de laisser l'autre personne dire moi, je suis allé un peu plus loin. Et il n'y a pas de souci, chacun avance à son rythme. Et je vais vous Je en préfère croire que les problèmes avec les vaccins Covid, c'est la protéine spike parce que C'est le coup ça. du graphène, ça me fait trop peur. Exactement, la nanotechnologie me fait trop peur parce que pas le graphène. Graphène, je pense que c'est une opération psychologique, encore une fois, pour ne regarder que ça. Mais effectivement, c'est ce que tu dis, Eric. Oui, on l'a lu plein de fois. Effectivement. Et ça se comprend, ça peut faire peur parce que si on se dit qu'il y a de la nanotechno là-dedans, c'est pas marqué sur la notice, ça veut dire que oh là là, j'ai de la famille qui s'est fait injecter, je préfère croire qu'il n'y a que la spike et de faire un traitement classique que d'imaginer que il y a ceci, cela. Tout à fait, tout à fait. C'est merci pour le parallèle encore une fois. Et moi je fais le parallèle aussi avec le 11 septembre par rapport à ça, par rapport au fait que, par exemple, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand on parlait d'armes à énergie dirigée dans la population mainstream, on va dire, c'était quelque chose qui était encore très underground, quoi. Il y avait certains complotistes, entre guillemets, purs et durs, qui, eux, pouvaient admettre cette possibilité, mais la plupart des gens ne pouvaient simplement pas en entendre parler. Mm. Et la nanotechnologie, c'est un petit peu pareil. C'est quelque chose qui nous évoque justement les films de science-fiction, qui sont plus des documentaires que des films de science-fiction souvent, et qui font appel à un imaginaire, tout un lot de fantasmes, en fait, qui fait que le cerveau rejette immédiatement la possibilité, parce que c'est des technologies que nous, on ne connaît pas, qui ne Tout à sont fait. pas encore accessibles au grand public. Enfin, ou alors, faut vraiment bien chercher, quoi. L'inconnu, et on en arrive toujours au mot-clé, la peur. La peur de l'inconnu. C'est les peurs qui nous. Et on vit avec, et le but du jeu, c'est d'essayer de faire tomber nos peurs, chacun à sa façon. Et voici en image les deux couches qui se sont accumulées pour les attentats du 11 septembre. C'est que vous avez la couche numéro 1 de la cover-up, c'était de dire les terroristes d'Al-Qaïda ont fait le coup. Et là, vous avez quelqu'un qui vous dit pourquoi tu affirmes cela? Parce qu'on a retrouvé un passeport dans les débris. D'ailleurs, je rappelle qu'on en a retrouvé deux, un pour chaque avion. Et donc la personne répond ok, mais que fais-tu de toutes les preuves qui racontent une histoire différente? On m'a dit que ça ne valait pas la peine de les regarder. Ok, donc si quelqu'un t'apporte ces preuves, qu'est-ce que tu lui réponds? Complotiste. Et puis vous avez la couche numéro 2, donc ça c'est la couche complotiste. C'est de dire c'est la termite qui a fait ça. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a retrouvé de la termite dans les débris. Ok, et que fais-tu des preuves qui montrent autre chose? On m'a dit que ça valait pas la peine de regarder. Donc si quelqu'un t'apporte les preuves, que réponds-tu? Des bunkers infiltrés. Et je vous dis, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis,
où chaque fois que vous venez, mais même ça m'est arrivé à moi, hein, quand j'ai attaqué la termite, j'ai testé ma conférence sur les réseaux sociaux auprès de la sphère de la dissidence, de ceux qui doutent, quand je venais débunker la termite, tout de suite, on m'a systématiquement mis dans la case infiltré débunker. C'est-à-dire que forcément, je croyais que c'était Al-Qaïda avec des avions, etc. On est piégé, vous avez vu pourquoi, on nous a proposé 2 scénarios, et les gens se chamaillent entre ces 2 scénarios. Alors, il y en a qui diront, oui, mais moi j'avais les mini-bombes nucléaires, gna gna, ok, ou la démotion contrôlée conventionnelle, mais on est toujours piégé avec des scénarios proposés, et les gens choisissent là-dedans. Voilà, la dualité. Oh bon, on va en arriver à un gros morceau, c'est comment identifier finalement une opposition contrôlée, voire en fait autorisée. C'est ça l'idée, c'est de se dire il y a des gens qui ont le droit de parler et d'autres non. Donc déjà en préambule, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on va remettre une couche, hein, c'est que parler d'opposition contrôlée, ça ne veut pas forcément dire agent infiltré. Et malheureusement, on voit souvent le raccourci de que quelqu'un, comme c'est les 2 mots qu'on sort très rapidement, opposition contrôlée, on se rend compte dans les discussions, notamment sur les réseaux sociaux, encore une fois, que les gens, dans leur tête, quand ils parlent d'opposition contrôlée, ils imaginent qu'il y a des agents infiltrés partout. C'est des gens forcément, ils mentent, parce que forcément, ils ne peuvent pas dire ça. En fait, on va se rendre compte que non, la plupart des gens ne mentent pas, ils sont vraiment de bonne foi, c'est juste qu'ils ont des blocages. Et donc finalement, c'est la conclusion, c'est de se dire que la quasi-totalité des personnes regroupées sous l'appellation opposition contrôlée, en fait, elles ont de bonnes intentions. Et là, on le rappelait tout à l'heure, on est tous sous influence par notre éducation, nos croyances, et donc on est tous manipulés ou manipulables. Et là, moi, j'ai quelques d'autres. Oui, il y a d'autres catégories parmi. Donc, quand on appelle ça les infiltrés, pareil, quand on a dit, ouais, lui, il est infiltré, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Ça, c'est Senta qui en parle très bien. Elle explique que dans les infiltrés, vous pouvez avoir l'agent double qui prend la direction de certains collectifs pour les faire capoter les actions en justice, etc. Ou vous avez le simple espion qui a fait son coming out récent, il s'est dit, ça y est, en fait, moi, je suis avec vous. Et en fait, il vient récupérer les infos et il vient après les refiler à l'adversaire. Et vous avez aussi les idiots utiles. Donc ça, c'est Xavier Poussard qui en parle pas mal. Il a fait une vidéo, il a fait un sujet sur l'opposition contrôlée. Et c'était très très bien aussi parce qu'il a rappelé que globalement, il y a énormément d'idiots utiles en fait. Il y a beaucoup de gens, on est tous des idiots utiles. Alors, désolé, c'est pas une insulte, mais on est utilisé parce qu'on est bête sur certains sujets et on est utilisé. Il faut arrêter d'être idiot justement. Il faut essayer de se dire, j'en ai marre d'être pris pour un idiot. Est-ce qu'on ne manipulerait pas? Et dans les idiots utiles, il y a les personnes de bonne foi, mais qui sont menacées. N'oubliez pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent être menacés et des gens qui changent de discours du jour au lendemain, c'est peut-être des gens qui ont été menacés. Vous avez les gens qui sont manipulés à leur insu et vous avez des gens qui sont en conflit d'intérêts. Même si elles sont de bonne foi, vous avez des gens qui sont en conflit d'intérêts. Voilà. Et donc, parmi tous les blocages qu'on a, on a le contrôle qui peut venir du déni, qui est un puissant ennemi. Et Jeanne, tu voulais peut-être rajouter un petit truc sur le déni ou pas Ah, je t'ai perdu, tes filles. Ouais, Ah, non, j'avais désactivé le micro, puis j'ai oui. pas l'habitude, alors j'avais oublié de le réactiver. Pas de souci. Et oui, sur le déni, c'est intéressant parce que j'ai eu une discussion il y a quelque temps avec quelqu'un qui m'a exposé quelque chose que je trouvais très intéressant. Et il disait qu'on pouvait, entre guillemets, bon alors c'est à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr, c'est pour schématiser, mais qu'il y avait des catégories de déni en fait. Et c'est vrai que quand il m'a expliqué ça, je me suis dit: «Ah mais c'est vrai que c'est intéressant» parce qu'on voit vraiment en fait les étapes, que les gens franchissent en fait petit à petit à travers le déni. Et donc moi je vais juste parler des premières parce que c'est celles qui nous intéressent ce soir. Et donc il y a la première étape du déni, donc on va prendre l'exemple du covid. La première étape, c'est que je suis injectée et que tout va bien. C'est-à-dire que je suis injectée, le gouvernement ne ment pas, les laboratoires ne mentent pas, je continue ma vie et je ne me pose aucune question. Et ensuite, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est je suis injectée, mais par contre, je sais qu'il y a un problème. Mais ça rend ma vie trop difficile. Donc, du coup, je préfère ignorer en fait cette info et continuer à vivre parce qu'il faut bien vivre et que de toute façon, on ne peut rien faire. Et voilà. Et c'est vrai que la catégorie 1 et la catégorie 2, c'est des catégories qu'on observe très souvent dans la population générale qui écoute soit BFM, soit France Info. Et c'est vrai qu'on peut vraiment c'est difficile de faire des entre-deux, en fait, quoi. Il y a vraiment celui qui s'en fout complètement et il y a celui qui sait mais qui veut pas savoir, quoi. Et ensuite, il y a celui qui sait
et qui, du coup, vu qu'il sait, en fait, il a besoin de se raccrocher à un sauveur, à quelque chose d'externe euh, qui va, euh, qui va en fait venir lui donner suffisamment d'espoir pour pas sombrer en fait. Donc là, moi je vais être obligée de le dire parce que c'est ce que je pense et c'est des positions que j'ai depuis un moment, mais on va avoir Poutine dont on parlait, on va avoir Donald Trump, on va avoir Dieu. Et encore une fois, moi je respecte les gens qui croient en Dieu, je respecte les gens qui croient en Poutine ou en Trump, mais même si je les mets pas sur, bien sûr, la religiosité et le fait de croire en un dirigeant ne sont pas catégorisés de la même manière. Mais je pense que ce sont des impasses aux problèmes actuels qu'on rencontre et que ce sont en fait en quelque sorte des chevals de Troie pour amener les gens vers des voies sans issue en fait. Et ou alors il y a la croyance en un nouveau monde merveilleux où tous les méchants entre guillemets vont être rayés de la surface de la Terre, notamment grâce à Donald Trump, grâce à de la méditation transcendantale ou je ne sais quoi encore, qui sont des choses intéressantes, mais qui en soi ne suffisent pas en fait. Et ensuite, il y a le troisième stade, le quatrième stade, pardon. Et le quatrième stade m'a fait rire parce que c'est vrai que moi, je me suis un petit peu retrouvée dedans. C'est qu'en fait, on croit que la vérité va nous sauver. Et on croit que en disant la vérité à tout le monde, qu'en informant tout le monde, on va réussir à sauver tout le monde. Et en fait, il y a un moment, on est obligé de se rendre compte que non, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir et qui ne voudront jamais savoir en fait. Et ça ne les intéresse pas, ils sont juste pas là pour ça, et eux, ils ont juste envie de suivre le mouvement et de pas forcément s'intéresser à ce genre de sujet, quoi. Et donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant d'observer les mécanismes de déni de cette manière-là, parce que c'est vrai que quand il m'a exposé ça, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, en fait, c'est des choses qu'on retrouve vraiment, en fait, le palier de je veux pas savoir, je sais mais j'ignore. Il y a un sauveur externe donc je sais, mais je me raccroche à un sauveur externe parce que sinon la vie est insupportable. Et j'accepte la vérité, mais je dois absolument la dire à tout le monde parce que si je suis tout seul à devoir combattre, en fait, tout d'un coup, j'ai trop de responsabilités et ça me fait peur, donc j'ai envie que tout le monde s'y mette, quoi. Et après, il y a les étapes d'après, mais qui nous intéressent moins ce soir. Donc voilà, je trouvais que c'était une grille de lecture assez intéressante à partager ici. Et comme disait Kaji, le but n'est pas de stigmatiser des individus, mais le but est de comprendre les dynamiques psychologiques qui nous sont propres, nous, êtres humains, et à pouvoir se prémunir en fait de ce genre de mécanismes qui sont au final délétères pour nous et qui nous amènent dans des voies sans issue. C'est ça. C'était important que tu dises tout ça, Jeanne, parce que le déni est vraiment. Et puis, je rapporte au livre d'Ariane Biran, hein, Psychopathologie du totalitarisme, parce qu'elle explique très bien de quelle manière ce déni est une arme puissante qu'on utilise soi-même pour se protéger. Quel que soit le stade du déni, si on a du mal à passer au stade du dessus, eh bien, le déni va nous emporter et c'est une condition pour ne pas sombrer dans une dérive suicidaire. Je pense particulièrement à ceux qui se sont fait vacciner, qui ont vacciné leur famille, qui ont vacciné leurs parents. Sortir de ce déni-là que les vaccins ne sont pas sûrs, ils ne sont pas efficaces et qu'ils sont même dangereux, ça peut être très déstabilisant pour eux, mais à tel point que certains de mes collègues risquent de se mettre une balle. C'est pour ça qu'il faut bien souligner que le but n'est pas de stigmatiser les personnes, mais vraiment de leur permettre de s'extraire de ce déni de la manière la plus bénéfique possible pour eux, parce que oui, effectivement, on peut faire péter les plombs aux gens. Et c'est dangereux, parce que psychologiquement, il y a des gens qui sont sur le fil, quoi. Et c'est comme devoir analyser des nouvelles preuves quand on est dans une théorie toute faite qui nous rassure. Le fait d'analyser des nouvelles preuves, en fait, ça chamboule toute notre vie, mais ça chamboule notre système nerveux, ça chamboule notre système émotionnel, ça chamboule l'intégralité de notre corps et de notre esprit. Et il y a des gens qui, dans un certain moment de leur vie, ne sont pas prêts, en fait, à ces chamboulements-là. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que, on en reparlera tout à l'heure.
En tout cas, il va être extrêmement difficile de distinguer qui est infiltré, qui est un idiot utile. Voilà, on est tous différents. Il y a des mécanismes qui sont en place et l'idée, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui? Qu'est-ce qui était notre essence au départ et qu'est-ce qui fait qu'on a appris des codes qui ne nous ressemblent pas forcément? Voilà. Et le dernier point qu'il y avait sur ce transparence, c'était à propos de la notoriété. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un facteur important dans ce contrôle des paroles qu'on peut avoir. Il faut savoir que plus une personne va être exposée médiatiquement, plus elle est suivie, plus elle est reconnue, plus elle va se protéger, ce qui est complètement normal. Parce qu'elle est, voilà, elle va se protéger pour sa sécurité, mais surtout pour conserver une audience la plus large possible. Et là aussi, on ne peut pas Tout à lui en fait. vouloir. On ne peut pas lui en vouloir. Elle se dit, bon, voilà, je suis suivi par pas mal de monde, beaucoup de monde compte sur moi. J'entends ce que tu me dis là, mais si je le dis, j'ai peur de faire peur. Donc là, je dédicace ça à quelqu'un avec qui je discute pas mal en ce moment, qui est très très suivi. Et on a ces discussions-là. Et après, voilà, moi, je le pousse pas à communiquer certaines choses. Il faut que ça vienne bien sûr de lui. Il a une grande audience. Et après, il ne s'agit pas de faire comme Amélie Paul, c'est-à-dire balancer la vérité brutale. Peut-être qu'il faut y aller avec des étages, des étapes. Mais je ne sais pas si c'est forcément bien de cacher certaines choses à un public en qui en plus on se dit ouais, j'ai donné de l'espoir aux gens, mais en fait est-ce que c'était pas un faux espoir et les maintenir comme ça dans une attente, je ne sais pas. Je pense pas que, c'est que mon avis, je ne sais pas si ces gens-là méritent pas d'avoir la vérité. Alors après, comme je disais, pas brutal forcément, on peut y aller doucement. Comment on peut donc identifier concrètement une opposition contrôlée autorisée? Déjà, elle va avoir tendance à omettre ou ignorer certaines preuves. Donc là, quand je dis omettre, pour moi, j'entends carrément interdiction d'en parler. Hein. Et par exemple, pour le 11 septembre, c'est par exemple toutes ces personnes qui ne vont pas parler de l'impact sismique, qui n'existe pas pratiquement. Ils ne vont pas parler des témoignages des survivants du World Trade Center de la Tour Nord, ces témoignages sont super intéressants. Donc, voilà, tu te dis pourquoi vous n'en parlez pas, vous avez eu les infos, pourquoi vous ne le dites pas? Il y a aussi un critère qui peut aider. Alors attention, c'est pas parce que c'est écrit que c'est encore une fois noir sur blanc que c'est la vérité. Hein. C'est ce que moi je ressens et ce que j'ai pu aussi récupérer de travaux. Voilà, ce sont des idées, hein. Mais on peut aussi se méfier de quelqu'un qui passe fréquemment dans les médias mainstream. Parce qu'il faut savoir qu'un véritable lanceur d'alerte, c'est rare qu'il passe au journal de 20 heures. Hein. Il est un vrai lanceur d'alerte, normalement, il est complètement invisibilisé par les médias de masse et il est souvent boudé par les médias alternatifs. Alors, encore une fois, je ne cite pas de nom par rapport au Covid-19, mais par exemple, pour le 11 septembre, clairement, Judy Wood, c'est ce qui lui est arrivé. C'est qu'en plus d'être complètement invisibilisée par les médias mainstream, elle a complètement été aussi boudée par les médias alternatifs, parce que vous allez voir tous ceux qui sont dans l'opposition contrôlée, c'est des médias alternatifs. Hein. Alex Jones, Richard Gage, tous ces gens-là, il y a plein de gens qui ont ou même James Corbett, c'est des gens qui ont des médias alternatifs et ils l'ont complètement boudé, voire moqué. Et Judy Wood, il faut savoir par exemple qu'elle n'a même pas de page Wikipédia, elle a été censurée. Sa page n'existe pas. C'est même pas que sa page est bloquée, parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont pourrir leur page Wikipédia, mais on peut quand même la retrouver, mais elle finit bloquée. Elle est complètement censurée. Elle a existé, mais cette page, elle a été complètement censurée. Voilà. Et donc, l'application 11 septembre, encore une fois, c'est que l'opposition contrôlée va provoquer le discrédit des chercheurs indépendants comme Judy Wood, pendant que les médias mainstream l'invisibilisent. Et comme ça permet aussi de récupérer ses travaux, parce qu'on sait que ce qu'elle a fait, comme elle parle que de preuves, elle n'invente rien, on sait qu'il faut forcément en parler parce qu'à force, ça va se savoir, mais on récupère son travail sans citer que ça vient d'elle, et on propose une théorie qui ne tient pas la route. Vous avez par exemple des gens qui ont récupéré le travail de Judy Wood et qu'on dit derrière, c'est HAARP, ou ce sont des bombes nucléaires. Par exemple, c'est ce qu'a fait Ace Baker dans son documentaire, qui est très repris, que tout le monde aime bien partager encore, en plus de celui de Massimo Mazzucco, sur le 11 septembre, le nouveau Pearl Harbor. Et lui, il reprend les bombes nucléaires. Il dit que Judy Wood raconte des... Enfin, non, il dit pas qu'elle raconte n'importe quoi. Il présente juste ce qu'elle montre, mais après, il dit que c'est des bombes nucléaires. Voilà. Et l'idée de tout ça, c'est de se rappeler qu'en résumé, il faut sortir du raccourci qu'une personne attaquée dans les médias est forcément une personne qui dérange. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça peut être très utile que les médias attaquent quelqu'un pour faire passer certaines personnes pour des dissidents.
Voilà. C'est souvent on dit, oh là là, s'il est attaqué, c'est qu'il doit déranger. Donc tout à l'heure, Jeanne a parlé de Donald Trump, de ces gens-là qui sont quand même beaucoup attaqués dans les médias, même si Donald Trump a fait beaucoup quand même pour l'éveil, je pense. Il a beaucoup révélé des choses, notamment il a popularisé l'expression média fake news, we are fake news. Donc je pense que beaucoup sont aussi réveillés grâce à ce qui a pu se passer aux États-Unis. Mais Mais c'est clairement, ça qui est encore plus insidieux. c'est ça qui est trouble, c'est que il profite un peu de cette binarité de dire il est attaqué donc il est dangereux. Hein. Elon Musk, pareil, même topo, hein, il est attaqué donc il est dangereux. C'est plus compliqué que ça. Il faut creuser les sujets et surtout, voilà, il y a des gens qui ont fait du super travail sur ces gens-là. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Ils viendront pas pour nous sauver ces gens-là. Ils ont leur programme. Ils sont pas dans l'élite pour rien. Donald Trump, Elon Musk, ils font partie de l'élite. Je vois pas en quoi ils se soucieraient de notre sort. Et c'est D'ailleurs, insidieux, comme tu dis. si je peux me permettre rapidement, sur Donald Trump, moi je tiens à saluer le travail qui a été fait par Joe Masso. Je l'avais partagé sur ma chaîne Odyssée qui avait fait justement une émission sur Donald Trump pour expliquer un petit peu d'où il venait, ses rapports avec le fait qu'il a rencontré sa femme à travers Epstein, ses rapports avec Fox News, enfin plein de choses par rapport à la pédophilie, toutes ces choses-là. Alors qu'il est censé la dénoncer, donc on va me dire que pour connaître un milieu, il faut y avoir été. Donc moi je veux bien, mais j'encourage quand même les gens à regarder l'émission qu'a fait Joe Masso sur Donald Trump. Et sur Elon Musk, il y a Debout Barbelu, connue sous le nom de Sophie, qui a fait, pareil, vous pouvez le trouver sur Odyssée, et qui a fait un documentaire d'1 heure et demie sur Elon Musk, ainsi qu'une intervention sur le front médiatique pour revenir justement sur Elon Musk et pourquoi, d'après lui, cette personne n'était pas fiable et n'était pas du tout à considérer comme un sauveur, mais qui est effectivement utilisé à cause de son ambivalence, parce que personne n'est jamais tout blanc ou tout noir, mais qui est utilisé justement comme un petit peu, oui, regardez, il est attaqué, donc ça veut forcément dire qu'il est de notre côté. Ben non, en fait, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Tout à fait. On en arrive aux opposants. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Ouais, ok, c'est bon. On arrive aux opposants emblématiques au narratif officiel. Donc bien sûr, Alex Jones, il est incontournable. Hein. C'est l'animateur radio de InfoWars. C'est un lanceur d'alerte. Le souci sur le 11 septembre, c'est qu'il promeut la démolition des bâtiments via l'usage de termites ou de mini-nukes, alors qu'il a eu plusieurs fois en main les travaux de Judy Wood. Il a des auditeurs qui l'ont appelé pour parler de Judy Wood et à chaque fois, il a botté en touche. Voilà, il se moque même des travaux de Judy Wood en les qualifiant de Space Beams. Alors Space Beams, pour ceux qui ne sont pas anglais, qui ne maîtrisent pas l'anglais, heureusement qu'on a Jeanne traduction pour tout ça. Space Beams, c'est faisceau de l'espace, c'est-à-dire que comme Judy Wood la manière dont Judy Wood a présenté ses travaux, les gens se sont dit, elle est en train de nous dire qu'il y a des lasers dans l'espace qui ont frappé les tours. Elle n'a jamais prononcé Space Beams, elle n'a jamais parlé de l'arme en elle-même. D'ailleurs, c'est ça qui embête les gens par rapport à Judy Wood, c'est qu'ils aimeraient que Judy Wood communique le type d'arme, le numéro de série, etc. Et c'est ça qui dérange. Mais donc, eux, ils ont fait le boulot à sa place. Ils ont dit qu'elle avait dit Space Beams. Elle n'a jamais parlé de faisceau dans l'espace. Et donc, Alex Jones, il est quand même connu pour discuter finalement rarement des preuves. Par contre, il aime bien parler des auteurs probables de l'attentat. Et nous lui devons le fameux slogan 9/11 was an inside job. Donc, les attentats du 11 septembre étaient un job un travail de l'intérieur, donc avec le gouvernement Bush, etc. Il a fait beaucoup de manifestations. Donc il est connu quand même pour ça. Vous avez Ice Baker, qui est l'auteur du documentaire, qui est très connu, qui est beaucoup partagé encore sur Telegram régulièrement, et sur Twitter, un peu partout. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a détourné une partie des travaux de Judy Wood, comme je disais tout à l'heure, pour placer la théorie des bombes nucléaires, qui ne tient pas la route. Vous avez une désinformation autour des avions, mais ça, c'est pas le but de cette présentation et j'en ai pas encore parlé chez Akina. On prévoit de faire une émission spéciale sur les avions où vous verrez effectivement qu'il y a eu beaucoup de désinformation autour des avions. Et il faut savoir qu'il a simulé son suicide par balle. Elle est très connue si vous tapez S. Baker, suicide, etc. Il appelle une radio, il est en communication avec quelqu'un pour un live et il simule, il se tire une balle, il se dit c'est trop dur pour moi, j'arrête, il se tire une balle et en fait, c'était du fake. Il a complètement. Moi, je croyais qu'il était vraiment mort. Et en fait, non, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit non, il est toujours en vie. Il s'est excusé d'avoir fait ça, ou il voulait provoquer de l'émotionnel, ou qu'on s'apitoie sur son sort. Mais ce gars-là, il a simulé son suicide. Et alors, ce qui est intéressant, on en a parlé tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière ces bonhommes.
Il faut savoir qu'Ace Baker, c'est un réalisateur de films. Et il adore les films catastrophes sur les avions, le hijacking, le terrorisme. Donc ça, Jeanne, elle est déjà au courant parce qu'elle est en train de travailler sur ça. Mais effectivement, il a beaucoup travaillé sur tout ce qui est propagande et opérations psychologiques, sur tout ce qui est terrorisme. Donc on est surpris de le voir nous engouffrer dans des histoires d'avions un peu loufoques, alors qu'il avait le background pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez James Corbett qui est excellent sur le Covid-19. Donc encore une fois, vous voyez que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Vous avez des gens, même Alex Jones, il est très bon sur le Covid-19, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, sur le 11 septembre, voilà, James Corbett, pareil, il s'est fait avoir. Il qualifie les travaux de Judy Wood de Space Beams. Donc il a dû jamais regarder, il a dû jamais ouvrir le livre, il a dû écouter des gens en parler, il a dû dire oh là, c'est complètement loufoque. J'en parle pas. D'ailleurs, c'est très surprenant de la part de James Corbett parce que moi, pour avoir traduit plusieurs de ses travaux et pour l'avoir souvent regardé, c'est quand même quelqu'un de très sérieux. Donc, c'est très étrange comme réaction, je trouve. J'étais surpris, mais j'ai retrouvé la vidéo, si tu veux, je te l'enverrai. Elle est disponible où effectivement, voilà. Donc quoi, tout le monde peut se faire avoir. Oui, bien sûr, c'est ça l'idée. Faut pas voir justement dans cette liste-là des agents infiltrés. Alors bon, il y en a certains, je vous avoue que j'ai une petite... je pense que certains, on va le voir plus tard. Il y en a un, c'est sûr qu'il l'est. Il a été mis là pour ça d'ailleurs, mais la plupart, non, c'est des gens qui ont voulu bien faire. Dylan Avery, par exemple, c'est un gars. Il a fait donc le documentaire Loose Change, qui est surtout sur les avions, le Pentagone, etc. Et ça a été produit par Alex Jones d'ailleurs. Et pareil, le documentaire est très bien parce qu'il y a énormément d'infos intéressantes. Le problème, c'est que ils n'arrivent pas à gérer correctement les preuves et ils racontent un peu n'importe quoi. Alors eux, c'est surtout sur les avions qu'ils se sont un peu emmêlés, voilà. Et pareil, Simon Shack, que je développe pas, mais c'est pareil. Ils se sont vraiment emmêlés sur. En fait, ils sont partis sur les avions au lieu de regarder ce qui s'est passé sur les bâtiments. En fait, si on regarde ce qui se passe sur les bâtiments, on se rend compte que les avions n'ont strictement aucune utilité. D'ailleurs, c'était la conclusion des 2 lives chez Akina. C'est finalement de se dire, mais en fait, les avions, on s'en fiche, quoi. Ils n'expliquent pas ce qui s'est passé ce jour-là. Alors oui, on a envie de savoir quand même c'était quoi ces trucs-là, mais parce qu'on les a vus. Mais voilà, ils n'ont aucun rôle dans la destruction du World Trade Center. On en arrive au 9/11 Truth Movement, composé entre autres de Stephen Jones et de Neil Sarit, qui ont promu la théorie de la thermite, ou la nanothermite. Et donc Stephen Jones, il faut savoir qu'il est mis en place, lui, c'est clairement un ancien agent du gouvernement, donc ça fait un peu partie de ces gens qui sont un peu agents doubles. C'est des gens qui ont bossé pour le gouvernement et qui sont après placés dans des collectifs qui demandent la vérité. Et lui, en fait, il est mis en place pour cacher la technologie de la fusion à froid. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est abordé dans un film qui s'appelle Retour vers le futur. Pour ceux qui veulent regarder un peu la programmation prédictive, la DeLorean fonctionne à froid. La DeLorean de Doc fonctionne à froid. C'est quelque chose qui est annoncé. Donc ça nous paraît bizarre, même moi qui suis dans la physique et tout. J'ai toujours parlé de fusion à chaud, la fusion du soleil, etc. Il faut savoir que la fusion à froid existe. Et donc Stephen Jones, il est au courant de ça. Il a été mis en place pour dissimuler cette technologie. Et donc, il est venu avec la thermite, il est venu pour lui mettre le paquet sur la chaleur. Donc, il ne parle pas de fumes en anglais pour émanation, il parle de smokes pour parler des fumées, comme s'il y avait des incendies. Et il faut savoir que, on le verra tout à l'heure, mais la thermite n'est jamais apparue dans les demandes de correction dans le rapport officiel. C'est-à-dire que toutes les associations ont fait des demandes de correction auprès du NIST. Il faut savoir que la thermite n'a jamais été rajoutée. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait la demande. C'est pour dire que, on pourrait dire, bon, oui, le NIST ne va pas s'amuser à rajouter la thermite dans son compte-rendu. C'est que non, les mouvements qui demandent la vérité n'ont jamais inclus la thermite dans leur modification. Parce qu'ils savent que ça ne tient pas la route. Ça a été débunké, la présence de thermite, comme le signale Stephen Jones. Vous avez Richard Gage, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc lui, il est architecte et ingénieur. Donc lui, il n'aborde jamais l'impact sismique. C'est-à-dire qu'on voit des conférences où des gens viennent avec le livre de Judy Wood et lui disent pourquoi vous ne parlez pas d'impact sismique. Il dit je n'ai pas regardé. Donc on en vient tout à l'heure. J'y connais rien. J'y connais rien, voilà. J'y connais rien, sérieux. Le gars, il fait partie d'architectes et ingénieurs qui sont des milliers. C'est une référence. C'est-à-dire que moi, je vois plein de gens qui me disent que Judy Wood raconte n'importe quoi parce qu'architectes et ingénieurs, ils sont des milliers et donc ils ont tout compris. Ils ne sont pas au courant que Richard Gage dit qu'il n'y connaît rien à propos de l'absence d'impact sismique, quoi. Enfin, même l'impact sismique tout court. Il dit, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et donc, lui, il donne beaucoup d'importance au bâtiment 7, ce qui invisibilise finalement le sort des tours jumelles. Et il associe les travaux de Judy Wood à de la sorcellerie. Il faut savoir que le site web de Architectes et Ingénieurs a été créé 3 semaines après que Judy Wood a demandé une
une requête pour correction auprès du NIST. Donc NIST, vous savez, c'est l'organisme qui s'est chargé de rédiger le rapport officiel. Donc elle a attaqué le NIST, elle a demandé au NIST de rajouter des choses sur justement tout ce qui est énergie dirigée. Et donc vous avez 3 semaines après l'opposition contrôlée qui se met en place avec la création du site web Architecte et Ingénieur qui va envoyer eux-mêmes leurs propres requêtes, mais qui ne vont jamais mentionner la thermite et le métal fondu. Il faut aussi savoir que alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à une époque, quand vous alliez sur les guidelines, donc les bonnes conduites à respecter sur le site d'Architecte et Ingénieur, quand vous aviez des forums et tout pour discuter, il faut savoir que le nom de Judy Wood était interdit. Il est modéré. Et il était modéré en même temps que OVNI, juif, holocauste. Je vous laisse apprécier la position de Judy Wood là-dedans. Qu'est-ce que fait un personnage associé à, on sait très bien sur des forums, dès qu'on prononce ces trucs-là, effectivement, ça peut partir en vrille. On peut comprendre que vous ne voulez pas que ça parte dans tous les sens, terre plate, hein, voilà, la fameuse terre plate. Mais de mettre Judy Wood de là-dedans, c'est chaud. Hein, à côté d'Holocauste, ouais, c'est un peu bizarre. À côté d'Holocauste, vous imaginez? On appelle ça le discrédit par association. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire arrête de parler de ça, tu nous parles de ça, de Judy Wood et de la terre plate. Comme les gens ils savent que dans leur tête, terre plate, c'est une grosse connerie, parce que c'est de la programmation mentale, ils vont se dire, Judy Wood, elle est mise à côté, c'est des bêtises aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez aussi Scholars for 9/11, donc il y a énormément de mouvements qui ont été créés, malheureusement, la plupart ont été infiltrés ou sont manipulés. Et vous avez James Fetzer, lui, il promeut la théorie des mini-nukes. Et en France, notre équivalent, on a François Roby qui a fait un super boulot d'analyse sur les preuves et tout. Le problème, et il le sait de toute façon, alors moi je l'invite encore une fois à venir débattre de ce sujet-là avec moi ou de faire une vidéo pour expliquer comment comment sa théorie sur les bombes nucléaires peuvent tenir, sachant qu'il y a eu des survivants, sachant qu'il n'y a pas d'impact sismique, sachant qu'il n'y a pas d'irradiation, etc., etc. Il le dit lui-même, il est gêné à la fin d'une présentation qu'il a faite, il est gêné parce qu'il n'y a pas d'impact sismique, il n'y a presque rien, et ça l'embête. Mais vous voyez, il a fait du cherry picking. Pour tenir dans le nucléaire, il a un peu mis de côté l'impact sismique. Et je crois qu'il n'aime pas du tout les travaux de Judy Wood. Je vous laisse imaginer pourquoi. Pour lui, ça le dépasse en fait. Mais je pense pas qu'il a, comment dire, je sais pas s'il a eu dans les mains son livre en fait. Je pense pas. Je pense qu'il a dû regarder 2-3 vidéos ou 2-3 personnes qui en parlent et a dû se dire c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte avec son histoire de métal qui bouge, machin. Moi, je suis terre à terre, je suis scientifique. Ça me paraît plus logique de parler de nucléaire. Et pourquoi pas? Sauf que derrière, il faut respecter les preuves. Et les preuves te montrent que c'est impossible parce qu'il y a des éléments qui te l'écartent. Voilà. Je vais passer le dernier parce qu'on va avancer un petit peu. On a terminé. On va résumer en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose le 11 septembre 2001. Et on va voir que suivant la source qu'on choisit, ça produit une certaine chose, ça fait une action, ça fait une phrase d'accroche et ça fait une position. Donc vous avez 3 possibilités aujourd'hui. C'est que si votre source c'est le gouvernement et les médias de masse, ça a produit une théorie officielle qui va provoquer derrière la guerre perpétuelle. Voilà, c'est-à-dire qu'un pays s'est mis en guerre contre tout le monde sous prétexte qu'il a été attaqué. Vous avez aussi une guerre interne, vous avez la surveillance en interne, l'État policier, donc le fameux Patriot Act qui a été signé. Et vous avez comme phrase d'accroche que c'est un 9/11 was an outside job, donc un boulot de l'extérieur, donc Ben Laden, bien sûr, c'est lui le coupable avec les islamistes, Al-Qaïda, etc. Et donc votre position, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe avec le Covid. L'enquête officielle me satisfait. Voilà, je ne veux pas d'histoire, tout va bien, on a été attaqué, on m'a désigné un coupable, c'est le méchant virus SARS-CoV-2, on a des vaccins, merci, l'enquête, merci le déroulé, ça me plaît. Vous avez une alternative. Pardon ? C'est la position, le vaccin est sûr et efficace. C'est ça, exactement. Merci, tu peux pas hésiter à me couper pour faire des éventuels parallèles qui te passent par la tête par rapport au Covid. Vous avez sinon, notre source, ça serait de dire, c'est tous les médias alternatifs, le Truth Movement, le mouvement pour la vérité. Eux, qu'est-ce qu'ils vont produire ? Des théories alternatives, officielles, comme la thermite, les mini-bombes nucléaires, etc. Leurs actions, c'est quoi ? C'est des conférences qu'on va qualifier de conspirationnistes, par le système, bien sûr. Ils vont vendre des t-shirts, ils font des slogans. Et la phrase d'accroche, c'est un peu Alex Jones qui vous la donne, c'est 9/11 was an inside job. C'est ce que tout le monde répète à chaque fois. De toute façon, on sait que c'est un inside job. Je pense que ceux qui ont regardé vraiment les travaux de Judy Wood, on se rend compte que c'est plus large qu'un inside job. Et donc la position, c'est l'enquête officielle ne me satisfaisait pas. Donc je suis content d'avoir trouvé ce filon. Et enfin, le troisième, c'est si votre source, c'est le catalogue de preuves collecté par Judy Wood,
Eh ben, la production, c'est quoi? C'est un livre de 500 pages de preuves irréfutables. L'action, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une enquête argumentée et indépendante, et ses résultats ont été publiés et utilisés dans le cadre d'une action en justice. Sa phrase d'accroche, c'est quoi? Elle le répète plein de fois à chaque fois qu'elle a pris la parole dans des conférences, même dans son livre, c'est que avant de déterminer qui a fait le coup, il faut déjà déterminer que s'est-il passé et comment cela a été fait. Et la position qu'elle a, c'est moi j'ai mené une enquête complète et indépendante. Voilà aujourd'hui ce qu'on a à peu près, si on devait placer les gens, on est là. C'est-à-dire qu'il y a la version officielle, la version alternative et Judy Wood qui est sur le côté avec son travail. Une question concernant le livre de Judy Wood. Oui. En dehors de l'anglais, on ne peut pas le trouver en une quelconque autre langue? Non, il est en anglais et non, il n'existe pas. Moi, je l'ai en anglais et ouais, voilà. C'est vrai que beaucoup le demandent maintenant à la suite des conférences, que ce soit les quelques conférences que j'ai données dans le réel ou aussi ce qu'on a fait avec Akina, parce qu'elles ont quand même fait, les 2 vidéos ont fait plus de 30 000 vues quand même. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient se procurer le livre, mais effectivement, il est disponible qu'en anglais et même en anglais, il coûte très très cher parce qu'il y en a très très peu. Mais là, ils ont eu quelques rééditions et elle est au courant qu'il y a une demande en France. Elle est au courant qu'il y a des demandes. Moi, j'ai déjà plusieurs éditeurs qui m'ont proposé de le traduire, s'ils ont l'accord. Donc moi, je suis en contact avec des personnes qui connaissent Judy Wood pour lui signaler est-ce qu'elle est OK pour que son livre soit traduit en français. Voilà. Bon, faut quand même finir sur une bonne note, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Alors, j'ai pas mis les solutions, c'est-à-dire qu'il y en a plein. Il y a des solutions pour lutter contre cette infiltration cognitive. La première chose à faire, c'est de se détacher. Surtout d'un point de vue émotionnel, c'est bien de se détacher de certaines choses, de certaines personnes. Et justement, c'est ce qu'expliquait aussi Senta vendredi lors de son live, c'est finalement de ne pas investir dans des personnalités. On peut les écouter, tout le monde peut être, il faut écouter tout le monde, mais il ne faut pas investir dans ces personnes-là, c'est-à-dire se cacher derrière elles en disant c'est bon, elle va me sauver. Je me cache derrière Trump parce qu'avec les élections, il va tout faire péter, parce que ça peut faire très mal si la personne nous déçoit. Voilà. C'est important d'écouter tout le monde. On l'a redit avec le côté pas de censure, ne pas se censurer, ne pas censurer les autres. C'est important de garder une ouverture d'esprit. On a l'impression que c'est une phrase bateau, mais on se rend compte que c'est super difficile en fait. On est tellement manipulé et on s'est tellement fabriqué nous-mêmes une personnalité qui fait qu'on peut manquer d'ouverture d'esprit. Et là, je rejoins les super travaux, enfin en tout cas les propos qu'avait tenus Jean-Dominique Michel lors d'une émission sur l'opposition contrôlée, où il avait été invité par Pierrick Thévenon à discuter de l'opposition contrôlée. Alors, on n'a aujourd'hui pas pris le même angle qui avait été fait, mais je trouve que la démarche de Jean-Dominique, les clés qu'il avait proposées étaient vraiment bonnes. Et surtout, pour ceux qui connaissent Jean-Dominique depuis le début de la crise Covid et aujourd'hui, s'il y en a certains qui ont changé, il en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles il ne voulait pas en entendre parler, c'était trop dur pour lui, il avait besoin de temps, et il y a des choses maintenant, il l'admet. D'ailleurs, comme il dit maintenant, souvent quand on lui sort des trucs, il ne repousse plus, il se dit pourquoi pas, j'attends les preuves. Jusqu'à preuve du contraire, pourquoi pas. Enfin, il dit jusqu'à preuve du contraire, j'y crois pas, mais le jour où on m'apporte les preuves, ça sera OK, c'est la vérité. Donc il y a quand même une ouverture d'esprit à avoir. Oui, et puis sur ce point d'écouter tout le monde, je veux rappeler aussi que souvent on manque de temps pour tout creuser. C'est énorme là, ça fait 3 ans qu'on était plongé en léthargie, et là il y a beaucoup de gens qui se réveillent, qui se rendent compte qu'on nous a menti sur plein de choses. Et en fait, le problème c'est que les journées ne sont pas plus longues qu'avant, donc on manque de temps pour tout creuser, et notre manque ne doit pas être un frein si d'autres personnes vont creuser davantage un sujet. Il faut accueillir les infos, et puis quand on a le temps de vérifier par soi-même, voilà. Puis quand on a le temps, on vérifie par soi-même l'info qu'on nous donne. Mais il ne faut pas repousser en bloc la nouveauté. Voilà. Et je précise aussi que l'expertise ne va pas se mesurer uniquement au nombre d'heures qu'on va passer à étudier un sujet. Parce que j'en connais plein qui ont dit j'ai passé 10 000 heures sur 11 septembre, c'est bon, je suis calé, je connais Reopen par cœur. Ouais, mais si tu ne connais pas les travaux de Judy Wood, tu ne connais pas tout le sujet, quoi. Donc finalement, il n'y a pas que le nombre d'heures qu'on passe sur un sujet, il y a aussi la curiosité. La curiosité qui permet d'explorer toutes les pistes possibles. Est-ce qu'on a bien tout regardé? Ou est-ce qu'on ne tourne pas en boucle sur le site d'architecte et ingénieur? Voilà. La souveraineté, c'est un peu un mot fourre-tout qu'on n'arrête pas d'utiliser, mais c'est vrai que par souveraineté, je veux dire un peu reprendre possession des sujets, en fait. C'est-à-dire ne pas répéter ce que les lanceurs d'alerte peuvent nous dire sans vérifier. Il faut essayer de supprimer au maximum les intermédiaires entre une info et nous, pour éviter justement les déformations et mauvaises interprétations.
Parce qu'il faut comprendre, par exemple, que Judy Wood, il y en a plein qui ne connaissent pas ses travaux pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils en ont entendu parler. Et si on leur a dit c'est une folle dingue qui croit qu'il y a des lasers qui ont été tirés depuis l'espace, je comprends que les gens ne veuillent pas les regarder. Ils disent, on n'a pas besoin de ça. Elle va nous discréditer. Il y en a plein qui disent c'est une folle dingue, elle est un agent du gouvernement qui est là pour nous discréditer avec une théorie loufoque. Alors que ce n'est pas une théorie, c'est factuel ce qui se présente. Et elle a jamais parlé, encore une fois, de rayons dans l'espace. Et donc, si vous voulez, c'est un peu la photo que j'ai mise ici qui circule beaucoup, c'est la personne qui dit oui, oui, vous avez tous faux. Bah, c'est un peu Judy Wood qui s'est retrouvée face aux milliers d'architectes et ingénieurs du collectif où elle leur dit bah, les gars, vous pourrez tous me répéter ce que vous voulez, moi je vous dis que vous avez tort. Et c'est courageux de sa part d'avoir justement tenu tête et d'avoir fait son livre et d'avoir continué de discuter de ça, quoi. Elle était toute seule contre toutes ces personnes-là. Et une autre solution pour éviter l'infiltration cognitive, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les collectifs. Le piège qu'on nous tend, c'est de faire en sorte que tous les collectifs se rejoignent pour ne parler que d'une voix. Ce qu'on nous dit, c'est bien d'être unis et tout. Mais en fait, non. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a le piège du spot dans le tunnel où tout le monde va converger sur le même sujet. On va avoir un seul leader. Et si un jour le leader il tombe au front, bah, tout le monde tombe. Alors qu'au contraire, multiplions les collectifs indépendants. Comme ça, on multiplie les sujets. Voilà, ceux qui ont envie de bosser sur la nanotechnologie dans les vaccins, bah, voilà, faites un collectif. D'ailleurs, il y a le collectif Nexos, que certains connaissent, qui a vraiment travaillé là-dessus, qui a fait un livre et je crois qu'ils sortent un prochain documentaire. Hein. D'ailleurs, tu les auras peut-être. Non, ils seront avec. Oui, je pense qu'ils seront invités encore par Jackie Cassou, peut-être, sur TVADP. J'ai Voilà, prévu donc, de contacter l'un des deux voilà. demain. Ah, ils ne savent pas encore qu'ils sont invités. Non, mais enfin voilà, je sais que moi je les avais découverts grâce à la TVADP. Si, Hein. C'est vrai qu'ils sont hyper invisibilisés. Alors je ne sais pas si ce qu'ils observent. Je sais ce qu'ils observent est réel. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut représenter derrière. Je ne m'y connais pas. Mais en tout cas, j'accueille cette info-là et c'est top qu'ils aient fait leur petit collectif avec leurs petits moyens. Bon, à quel prix aussi, il faut voir comment ils ont fait pour y arriver, les pauvres. Mais voilà, ils ont été courageux. Et donc, il faut multiplier les collectifs, mais attention, il faut maintenir une coordination. Parce que ça sert à rien de se multiplier et de se tirer dans les pattes derrière, parce que c'est contre-productif. Voilà l'idée. Bah, j'ai fini et puis là, bah, à la fin, bah, j'ai mis quelques références justement où je rappelais un peu le livre de Judy Wood et puis Andrew Johnson qui a fait un super travail sur. Il a fait 2 livres sur. Il a fait Finding the Truth qui est reprendre les travaux de Judy Wood sur qu'est-ce qui est arrivé sur le World Trade Center et Holding the Truth, donc c'est l'idée de retenir la vérité. Qui est sur toute l'opposition contrôlée. Donc tout ce que je vais montrer ce soir sur certains agents américains, enfin agents ou personnes qui ont eu des rôles à jouer, bah lui, il a les preuves que certains sont dans la CIA, etc. Enfin voilà, lui, il a fait un vrai boulot. Moi, je voulais pas reprendre tout ça parce que le but du jeu, c'était pas de stigmatiser des personnes et de nommer des personnes, mais plutôt de comprendre les mécanismes en place qui font que oui, bah, on est tous contrôlés et on a tous à gagner à s'ouvrir au maximum à toutes les théories, même les plus loufoques, jusqu'à ce qu'on n'ait pas réussi à démontrer qu'elles étaient fausses, quoi. Voilà. Tu as raison, c'est important parce que la caisse de résonance que sont les réseaux sociaux font qu'on peut avoir tendance à s'écharper assez rapidement par écrit, voire à se bloquer, alors que globalement on pense la même chose. Il y a juste de petites disparités sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et puis le fait de ne pas pouvoir s'ouvrir les uns les autres à quelque chose qui sont les faits, mais qui nous dérange un peu, c'est un peu préjudiciable parce que ça nous oppose. Et si ça nous oppose, eh ben, ça nous divise. Et si ça nous divise, ça arrange ceux qui concoctent toutes ces manipulations. Et Twitter, il appartient à qui? Il appartient pas à un gars philanthrope, hein. Il appartient à Elon Musk maintenant. Et clairement, l'outil, il n'est pas pour nous. C'est-à-dire que c'est top qu'on se le soit approprié. Ça nous a quand même permis de faire diffuser énormément d'infos. Ça a permis de faire énormément de connaissances en vrai, dans le physique. Enfin, je sais de quoi je parle, parce que c'est grâce à Twitter, par exemple, que j'ai réussi à te rencontrer pour de vrai. C'est grâce à Twitter que j'ai pu communiquer avec Jeanne il y a longtemps à propos de cette conférence, justement, que je souhaitais qu'elle traduise. Et elle me disait non, moi, en septembre, j'ai pas le temps. Et donc, c'est des outils qu'il faut savoir se réapproprier, mais ne pas oublier comment ils fonctionnent et que ces outils-là n'ont pas été développés comment dire, par des personnes bien intentionnées. C'est des outils très pervers. Twitter, ça cultive énormément l'ego, le narcissisme, le blocage, le fait qu'on puisse bloquer les gens aussi facilement. On devrait se poser des questions. Moi, je le vois, hein, je suis bloqué par des gens, je leur ai jamais parlé. Alors, je ne parle pas de certains fact-checkers qui se sont amusés à faire une razzia de blocage. Moi, je parle de gens qui sont soi-disant résistants et tout, qui m'ont bloqué. Et je pense qu'il y en a plein qui découvrent aussi qu'ils sont bloqués comme ça. On ne sait pas pourquoi. Comme tu dis, on a dit un truc de travers, derrière un écran. Ils ont mal compris une blague. Et c'est terrible parce que le but du jeu, c'est qu'on essaye de retrouver. On n'est pas beaucoup déjà à être dans la résistance, enfin de douter. Si en plus on se tire dans les pattes parce qu'on n'arrive pas à se comprendre,
rien ne vaut après la rencontre physique. Hein. C'est clair que quand on rencontre les gens, on se rend compte que ça soulage tellement. Et c'est ça aussi, c'est de passer dans l'action. C'est aussi de se retrouver. C'est pour ça que moi, ma conférence, je la fais aussi dans le physique. C'est pas juste pour parler du 11 septembre, c'est parce que ça permet aux gens de se rencontrer, de se dire ah oui, tiens, ça fait du bien de se voir et d'apprendre à se parler. Et puis il y a des gens qui ont pu peut-être s'accrocher en ligne, alors qu'en vrai, ils se rendent compte que c'était juste un malentendu, quoi. Jeanne, tu as quelque chose à rajouter? Oui, concernant Twitter, moi rapidement, j'aimerais dire que Twitter pour moi c'est assez symptomatique en fait d'un des problèmes aussi qu'on rencontre au sein de autant de la population mainstream que de la population entre guillemets résistante complotiste. On retrouve encore une fois les mêmes dynamiques, c'est-à-dire que les gens sont accros au buzz, les gens sont accros à l'émotion forte, au scoop, scandale. Ce qui est d'un côté compréhensible, parce que c'est vrai que quand on nous révèle quelque chose de fou, on se dit que ah ben là, peut-être enfin les gens vont bouger et tout. Bon, non. Mais je comprends un petit peu la course au buzz, mais moi j'avoue que j'apprécie pas trop Twitter parce que moi en fait à chaque fois quand j'écris un truc ça rentre pas. Donc déjà ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'être limitée dans mon expression et moi j'aime pas en fait faire du buzz, du rapide, du one shot. Moi, j'aime bien justement travailler sur des longues conférences, aller dans les sujets de manière un peu plus profonde, quitte à perdre des gens parfois. Je pense que c'est arrivé plus d'une fois sur ma chaîne parce qu'ils n'ont pas dû comprendre le fil rouge de mes vidéos. Et, mais c'est vrai que c'est dommage parce que on se rend compte que malheureusement, ce qui va attirer majoritairement les gens, ça va être le truc à buzz, quoi. Et la personne, justement, comme J.D. Wood, moi, je l'ai traduite, sa conférence de J.D. Wood. Là, on est en train de travailler dessus avec Kaji. Je ne l'ai pas encore posté parce que c'est long et c'est chiant à traduire et même à écouter. En fait, c'est pas le truc qui va nous faire vibrer, quoi. Mais par contre, ce qu'elle dit, ça, c'est dingue. Parce que ce qu'elle apporte, c'est quelque chose que personne n'a jamais apporté. Mais pour ça, oui, il faut étudier les courbes sismiques, il faut étudier les trucs machins pas marrants qu'on ne comprend pas forcément au début. Mais c'est des choses qui nous permettent de dépasser justement les pièges dans lesquels on nous amène pour noyauter la vérité. Donc pour moi, Twitter, c'est vraiment un outil effectivement important. Hein. J'y suis. Mais pour moi, je trouve que c'est pas le plus pertinent parce que justement, il nourrit en fait cette espèce de besoin de buzz, ce besoin de consommation en fait d'infos rapides, compactes, one shot dans le cerveau, quoi, qui est préjudiciable. Chaque réseau social, de toute façon, aura ses intérêts, ses avantages et ses inconvénients. Concernant le thème de notre soirée, qui est celle de l'opposition contrôlée, moi, je retiens plusieurs choses. La première, c'est que, d'abord, c'est pas la vérité qui évolue, hein, c'est notre connaissance de la vérité. Ça, c'est important à noter. Et que cette connaissance de la vérité, si on veut qu'elle évolue, eh ben, il faut qu'elle se base sur des faits. Et pour se baser sur des faits, il faut écouter ceux qui savent. Pas forcément celui qui gueule le plus fort. C'est ça. Mais en tout cas, sans doute pas celui qui passe le plus souvent dans les médias de grand chemin, mais même pas forcément celle qui passe dans les médias alternatifs qui peuvent être intéressés pour faire un buzz sous prétexte d'inviter une personnalité. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une ouverture d'esprit pour se dire il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Le cherry picking, c'est pas honnête. Ça ne fait que flatter mon ego. Il va falloir que je m'ouvre à d'autres choses. Et j'ai beaucoup apprécié que tu puisses citer Jean-Dominique Michel, parce que j'ai effectivement vu également cette conférence en replay, et je trouve qu'il a eu les mots justes sur ce sujet. C'est qu'il faut garder un esprit ouvert à ce qui nous paraît même le plus improbable. Quitte à pouvoir se dire après, puisqu'on a les preuves que c'est faux, c'est tout, c'est faux. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas de preuves que c'est faux, on ne peut pas considérer ça comme faux. Et on a vu à quel point, même pendant cette crise Covid, les situations les plus farfelues sont arrivées. Et ce qui nous paraissait absolument incroyable et inimaginable il y a 3 ans, elles sont dessus, à tel point que toutes les théories qui auraient pu passer pour complotistes il y a 3 ans, elles deviennent factuelles. Et on se demande quelle théorie du complot il nous reste encore dans les tiroirs. C'est ça. Et on voit déjà, moi, l'important, c'était sur le 11 septembre, c'est de montrer que le 11 septembre 2001,
seront plongés 22 ans en arrière. On n'avait même pas de téléphone portable, et de voir l'avancée de la technologie qui a pu être utilisée ce jour-là et comment ils ont réussi à le dissimuler, et ben on devrait avoir de l'ouverture d'esprit, et c'est ce qui ressort beaucoup quand je fais ma conférence, c'est que les gens disent ok, en 2001 ils avaient ça, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Et surtout, ils ont la même chose parce que déjà ils l'ont dissimulé. Donc est-ce qu'ils ont encore mieux? Donc après, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'on dit oh là là, ils sont capables de pulvériser des bâtiments à la Tesla, comme Tesla avait réussi à faire. Il faut savoir, comme le dit Judy Wood à la fin de son livre, il faut savoir que la technologie qui a été utilisée, ils peuvent presque détruire. Franchement, ils peuvent détruire la planète. Bon, après, je ne sais pas si elle est plate ou pas, il y en a certains, voilà. Mais ils peuvent vraiment faire très très mal à la planète quand ils veulent. Mais en même Alors, temps. une question quand même qui va, à mon avis, tarauder aussi nos auditeurs, c'est on a parlé des armes à énergie dirigée concernant ce qui s'est passé à Hawaï. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'armes à énergie dirigée sur ce sujet-là, ou est-ce qu'il faut encore être très prudent? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Judy Wood, elle a mis 6 ans avant de mettre un nom sur l'arme du crime. C'est qu'à partir de 2007 qu'elle a compris comment ça s'est produit. Et le truc, c'est qu'avec Hawaï, les feux de Maui, même pas 24 heures après, tout le monde parlait des armes à énergie dirigée. Et bien sûr que c'est beaucoup trop tôt, puisque en fait, il y a eu une invisibilisation de ce qui s'est passé là-bas. Il y a très très peu de vidéos qu'on tournait. On nous montre souvent la même chose. Donc on a très peu de preuves finalement pour comprendre ce qui s'est passé. Donc bien sûr que c'est trop tôt pour en parler. Et on doit aussi se méfier que bizarrement, tous les médias alternatifs se sont tous mis en tête, c'est les armes à énergie dirigée. Et ces mêmes médias, quand on leur dit, OK, bah en fait, le 11 septembre, c'est des armes à énergie dirigée, bah là, ils disent non. Donc, on peut aussi se demander s'il n'y a pas un piège tendu. Alors, c'est peut-être une arme à énergie dirigée, mais alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas du tout la même que celle du World Trade Center. Mais est-ce que ça serait pas aussi, on peut pas rejeter l'hypothèse que ça pourrait être une deuxième cover-up pour autre chose encore? Exactement, voilà, exactement. L'idée, c'est ça, c'est que, attention, c'est pas parce que ça me paraît, tout le monde le dit, que c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est peut-être ça et autre chose. Voilà, il y a la géo-ingénierie, il y a plein de choses qui existent, et c'est important de tout cibler. Il y en a qui diront, oh, je m'en fous de. Il y en a certains, c'est comme ça, encore une fois, ça se respecte, ils vont dire, moi, je m'en fiche de comment ça s'est produit. Le principal, c'est que je veux les coupables. Il y a un projet de Smart Cities, donc forcément, c'est une nouvelle ordre mondiale, etc. Ok, mais dans ces cas-là, vous sautez tellement d'étapes et qui fait que vous allez passer peut-être à côté de quelque chose d'important. Et pour rebondir sur Judy Wood, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'elle a démontré que l'arme utilisée a pris son énergie, sa source, de l'énergie libre. Donc le truc qui est complètement théorie du complot, tout ça, il faut comprendre ce que les gens ils disent, oui, mais elle est où la source? Comment ça se fait qu'on n'a pas eu, tu te rends pas compte l'énergie qu'il a fallu, on aurait dû avoir ARP, si ça ARP a fonctionné, ou si c'était aux États-Unis, on aurait dû avoir une chute d'énergie, d'électricité, etc. Mais on n'a pas, encore une fois, ouvrons nos esprits, ils ont utilisé l'énergie libre qui existe, on le sait qu'elle existe. Il y a tous ceux dès qu'il y a quelqu'un, là, il y a une info qui circule là, sur les réseaux parallèles qui disent qu'il y a un gars qui a travaillé sur l'énergie libre, il vient de décéder. Il y a plein de chercheurs. John Hutchison, c'est pas un charlatan, il a vraiment reproduit chez lui des expériences en utilisant l'énergie libre, cette énergie qui circule autour de la planète. Et c'est ça qu'ils veulent couvrir. Parce que si les gens le savaient que ça existait, bah, ils vont peut-être arrêter de payer leur facture d'électricité, ils vont demander des comptes. Ils vont aussi demander des comptes sur l'énergie fossile, etc. Ils vont dire comment ça se fait que vous me faites payer ça alors qu'en fait, il y a l'énergie libre, sauf que vous le gardez d'un point de vue militaire. Voilà, la rétention, elle est là. Vous comprenez, la puissance de la cover-up sur le 11 septembre, elle est là, c'est de cacher l'énergie libre. Donc vous croyez qu'ils ne sont pas assez malins pour avoir fait la même chose pour le Covid-19? Voilà, c'est-à-dire qu'il faut garder cette ouverture d'esprit. On ne sait pas du tout à quoi a servi cette opération. Enfin, si, on a une idée de ce qu'a pu faire cette opération du Covid-19, mais il ne faut pas voir juste, par exemple, il y en a qui vont dire oui, c'était une opération financière, Big Pharma s'en est mis plein les poches, oui, c'était pour ruiner les classes moyennes, oui, c'était pour tuer les vieux parce qu'il y avait les retraites, oui, c'était pour le contrôle, oui, en fait, c'est tout ça en même temps. Enfin, il ne faut pas se censurer, en fait. Il ne faut pas se censurer. On n'est pas à leur place. On n'est pas dans le complot, nous. On est des complotistes. On est même des conspirationnistes au sens premier du terme. C'est avec inspirationniste, c'est respirer. On respire ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Très bien, très belle image. Bref, ce que je pense qu'il faut qu'on garde aussi à l'esprit, outre cette ouverture d'esprit, c'est qu'on est faillible.
et qu'on peut aussi se laisser avoir et se faire soi-même manipuler par nos propres prismes, nos propres filtres. Donc, soyons humbles là-dessus. Ne jetons la pierre de toute façon à personne sur ce qu'il a pu dire, faire, etc. On n'est pas forcément tous au même niveau de connaissance des faits et de la réalité. Effectivement, cette conférence à laquelle j'ai assisté en juillet a été, avec mon épouse, a été une sorte de cataclysme dans mon esprit. Il m'a permis de comprendre non seulement ce qui s'est passé au 11 septembre, ou du moins de l'entreapercevoir grâce à ta vulgarisation, mais aussi de me rendre compte que il y a beaucoup de choses, beaucoup de parallèles à pouvoir faire avec la façon dont on a vécu cette crise sanitaire. Ça marche avec plein de trucs. Sanitaro-politique. C'est exactement la même chose. Super. Bah, merci. Les amis, j'ai jamais fait une émission de près de 2 heures. Là, généralement, c'est un format de 1 heure. C'était passionnant, mais on va en rester là parce qu'il y a d'autres émissions derrière. Voilà. Vous ne voudrez pas retrouver nos spectateurs. On reviendra en tout cas. Peut-être qu'on se donnera rendez-vous dans 20 ans pour faire le point sur la crise Covid. Ouais, j'espère qu'on se verra bien avant pour en rigoler et passer à autre chose. Absolument. Est-ce que tu as d'autres projets de passage au front médiatique ou ailleurs pour en orienter Peut-être le mois prochain, on aimerait faire une soirée questions-réponses parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont posé des questions après le live et on aimerait revenir sur les questions-réponses parce qu'il y a des questions super intéressantes. Voilà, donc d'ici la fin de l'année, à voir avec Akina, on n'a pas bloqué de date, mais on réfléchit à un format questions-réponses. Et en 2024, on fera sûrement les avions et un débat aussi, organiser un débat avec un vrai débat pour échanger sur ce qui s'est passé. Voilà, n'hésitez pas à venir l'écouter parce que vous n'aurez pas forcément tous l'occasion d'avoir en direct les conférences de Kaji en 3 dimensions, mais au moins les réseaux et les médias alternatifs vous permettent cette hypothèse. À très bientôt à tous. Merci beaucoup Jeanne, merci beaucoup Kaji de la qualité de ton intervention et ce qui nous permet d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui nous arrive. Merci Eric pour l'accueil. À la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, salut.